Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mon PEA pour le mois de mai et de juin 2023, pendant lesquels j'étais très occupé. J'avais des partiels et actuellement je travaille, donc j'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais là c'est un grand plaisir de vous retrouver. Je vous ai fait un boulot titanesque parce qu'on a 205 slides à passer aujourd'hui pour vous montrer ma stratégie d'investissement, mes ventes, mes achats. J'ai une croissance du dividende de 12% par an. Et voilà, on passe tout de suite à la slide suivante. Avant toute chose, les informations contenues dans cette vidéo sont à vocation pédagogique et fournies à titre d'information uniquement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Le but de ces bilans est d'être le plus transparent possible et de montrer mon processus d'investissement, mes erreurs et mes réussites, et en aucun cas de montrer uniquement ma performance, car ce n'est pas ce qui compte vraiment. Et j'aimerais vous dire également que je ne suis pas là pour vous rendre du rêve et dire que vous allez être riche dans un an. Voilà tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 mois? On voit que au niveau des indices français qui sont le CAC 40, les larges capitalisations françaises, les 40 plus grandes capitalisations françaises et le CAC Mid and Small qui sont les mid et small cap françaises, regroupées dans un indice. On voit que durant le mois de mai, le CAC 40 a fait -4,9% en dividendes réinvestis. Le CAC Mid and Small, -3,8%. Et le Stoxx Europe ex-UK Small Cap a fait -4,7%. Donc, durant ce mois en stock picking, ce mois de mai, j'ai été plutôt performant car j'ai battu tous mes indices de référence. Et au niveau du mois de juin, par contre, il y a seulement le CAC 40 qui a bien rebondi, qui a fait 5% qui m'a battu. Ensuite, j'ai eu une surperformance par rapport au CAC Mid and Small et au Stoxx Europe 600, ex-UK Small Cap. Voilà. Sur ces 2 mois, ils sont assez bien pour. J'ai eu une assez bonne performance durant ces 2 mois en cumulé. Je surperforme mes indices. C'est plutôt positif, mais on verra ça à la fin. Depuis le début de l'année, qu'est-ce qui s'est passé sur les grands indices mondiaux? Comme on l'a vu, le CAC 40, il fait une très belle performance depuis le début de l'année. On a un 15% environ. Là, c'est le CAC 40 que je vous ai mis au 30 juin. Et là, il n'y a pas les dividendes réinvestis, c'est l'indice sans dividende. Donc, on est à 11,72 au 30 juin. On a ensuite le MSCI Emerging Markets où il y a la Chine qui compte le plus, qui a sous-performé. Et donc, ça impacte négativement l'indice qui fait plus de 79%. Ensuite, on a le MSCI World, j'ai pris l'ETF CW8 pour avoir les dividendes réinvestis en euros. Donc, on fait 11,48% depuis le début de l'année. Nasdaq 100, les 100 valeurs, les 100 plus grosses valeurs technologiques américaines, on est à presque plus 40% depuis le début de l'année, c'est énorme. Le S&P 500, on est à plus 16,38 et le Stoxx Europe 600, donc les 600 plus grandes capitalisations européennes, on est à plus 8,47%. Donc globalement, on a une grosse performance, notamment du côté des États-Unis. Le Nasdaq 100, les GAFAM qui reperforment depuis le début de l'année, notamment du Meta et du Nvidia, et ça tire vraiment l'indice vers le haut. Voilà tout pour les indices. Je voulais vous parler des small caps en France et aussi en Europe. On voit que au niveau de l'évolution dividende inclus des indices actions par taille de capitalisation sur 5 ans, on voit que les large caps, donc le CAC large 60, ils surperforment largement le CAC Mid and Small et le CAC Small. Pourtant, ces petites et moyennes valeurs sont surperformantes sur de très longues périodes supérieures à 10 ans. Et on voit que les valeurs françaises sont à peine sur leur niveau d'il y a 5 ans. Et donc, on a presque 50 points de retard, donc 50% de retard par rapport au CAC 40 sur ces petites et moyennes capitalisations françaises. On peut expliquer cette sous-performance par la décollecte des fonds small et mid cap qui sont les seuls acteurs en France qui abreuvent de liquidité ces sociétés parce qu'elles sont très peu suivies par les analystes et très peu mises en avant au niveau de l'investissement financier en général, même des particuliers. On parle souvent de Air Liquide, Total, Sanofi, LVMH, tout ça, mais on ne parle pas beaucoup de small cap. Et pourtant, c'est là qu'il y a des bonnes affaires à faire en ce moment. On voit que depuis 2018, on a une grosse décollecte sur ces fonds small et mid cap. Et donc, ce qui a pour conséquence une sous-performance des small et mid cap
mais on a quand même des bonnes opportunités en ce moment. Là, c'est une source de ID Midcap, Exane et Lipper, et on a seulement une reprise des collectes qui permettrait le retour à la surperformance des small caps. Voilà tout. Alors pour le reporting de mon PEA sur mai et juin 2023, j'avais une valorisation au 30 avril de 9 359,86 euros et au 30 juin, on se retrouve à 10 797,33 euros. Vous allez le deviner, j'ai apporté pas mal, j'ai fait pas mal d'apports, notamment 900 euros sur ces 2 mois en tout. J'ai des liquidités encore, j'ai 218,23 euros de liquidité. J'ai fait 453,27 euros de plus-value. Une performance de 5,3%. Donc là, c'est sur la partie stock picking plus ETF, parce que vous savez que j'ai une petite partie ETF d'ailleurs que j'ai arbitrée. J'ai consacré, j'ai vendu pour me concentrer sur du MSCI World parce que j'avais trop de lignes et je voulais pas me prendre la tête. Voilà. Dividende, j'ai touché 74,85 euros, c'est assez énorme. C'est la première fois de ma vie que je touche autant de dividendes, mais c'est normal parce que c'est la première fois que j'ai des actions individuelles et notamment des actions, de belles actions à rendement et de belles actions en général, hein, de belles sociétés. Et donc voilà, 74,85 euros. Nombre d'ordres, j'en ai eu 35, contrairement à 9 sur le mois d'avril. Là, c'est sur 2 mois, donc c'est logique, ça fait beaucoup. Et nombre de lignes ETF inclus, je suis à 31 et j'étais à 34, donc j'ai baissé un peu mon nombre de lignes, c'est assez positif. Vous voyez qu'au niveau des dividendes, j'ai touché en mai 3,50 € d'Obey, 2,65 de Safoland, 0,55, 55 centimes de Scanfil, 39 centimes de Silly, 12 euros de Steph, donc le plus gros dividende que j'ai jamais touché à l'heure actuelle. Pardon. Pardon. 6,76 de Technip, 3,50 € de Trigano, 7 euros de Veralia. Et sur le mois de juin, j'ai eu 7,42 € d'ALD que j'ai vendu d'ailleurs, 6,50 de Classe 1 que j'ai vendu, 5,83 de Clinica Baviera, 2,20 de Delta Plus, 6,40 de Groupe Guillain et 10,15 € de Viel. Voilà. Et là, vous voyez un peu mes dividendes qui sont déjà présents sur le mois de juillet, même si le mois n'est pas fini. Voilà, reporting. Mon objectif à moyen terme, c'est d'avoir 70% de small et mid cap et 30% en ETF. Et là, actuellement, je suis à 45% en ETF et 55% en small et mid cap. Donc, je m'approche petit à petit de mon objectif, sachant que je n'achète plus trop d'ETF en ce moment. Et voilà tout. Et là, vous pouvez voir que j'ai arbitré, j'ai plus que du CW8 et du Lixor PEA Monde. Je voulais pas avoir qu'un seul ETF car je voulais pas avoir des frais de transaction pour rien. C'est du MSCI World quand même, ça marche bien. Ensuite, j'ai du MSCI Emerging Market et j'ai du Russell 2000, les 2000 plus petites capitalisations américaines. Voilà tout. Donc depuis que j'ai ouvert mon PEA le 8 juin 2021, j'ai une perf de 3,53%. Pourquoi j'ai une perf si médiocre? C'est parce que je fais des apports et donc ça lisse ma performance dans le temps. Et également parce que j'avais pas un bon reporting de mon PEA. Mais là, on est en train de concrétiser tout ça, de suivre précisément mon PEA et de voir mes réussites et mes erreurs. Donc on va voir dans le temps, l'année prochaine, ce que ça donne au niveau de la performance. On voit que la meilleure perf, c'est le Lixor CAC 40 qui fait 19,80%. C'est assez énorme depuis le 8 juin 2021. Voilà. Au niveau de mon stock picking que j'ai commencé le 7 avril 2022, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Je suis assez satisfait. Au 30 juin, je suis à 9,41 de performance, 9,41% de performance. Il y a juste, bien sûr, le Lixor CAC 40, donc l'indice français qui a une très belle performance, notamment à cause du luxe, LVMH, L'Oréal et du Total qui a très bien performé en 2022. Et c'est pour ça que je me fais torpiller par ce CAC 40. Mais je suis quand même assez satisfait de ma performance. Et mon objectif à long terme, c'est de battre les larges capitalisations et de battre le marché en général parce que je suis sur des small caps qui sont non analysés par les analystes où il y a des poches d'inefficience. Voilà. Au niveau de mon stock picking sur mai-juin, on voit que j'ai une performance très belle de 5,03%. On voit que le CAC 40, lui, fait 0,44%. Donc voilà, c'est une très belle performance de ma part. Il y a juste le MSCI World, le Lixor EWLD qui me surperforme, qui fait 6,27%, tiré par la performance notamment des actions avec l'IA, l'intelligence artificielle.
ça a tracté le MSCI World, ça a tracté le Nasdaq, qui a tracté le S&P 500, qui a tracté le MSCI World. Voilà. En règle générale, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, on passe tout de suite à ce que j'ai vendu sur ces 2 mois de mai et de juin. Alors, j'ai vendu des ETF. J'ai vendu des ETF parce que on a des doublons. Le MSCI World, il compte déjà du S&P 500 et du Stoxx Europe 600. Donc, j'ai vendu ces ETF pour me concentrer précisément juste sur du MSCI World. Et ensuite, j'ai vendu l'Emerging Asia qui est inclus dans le Emerging Markets. Et voilà, ça m'a enlevé 3 lignes au moins. J'ai pas à m'occuper de ça. Je sais que j'ai des ETF MSCI World et MSCI Emerging Market et du Russell 2000 et je me porte mieux comme ça. Ensuite, j'ai vendu une action qui s'appelle Verbio. C'est une action qui fait des biodiesels, enfin des biocarburants et du bio, du bio, du biogaz, voilà. Elle est cotée en Allemagne. C'est le leader européen des bioénergies, des biocarburants et du biogaz. Pourquoi j'ai vendu? Parce que on n'avait pas de bons résultats. On a une concurrence accrue, l'importation des biodiesels oui, notamment le biodiesel qui vient tout droit de Chine, qui est moins cher et qui nous fait une concurrence déloyale. Et les autorités ne disent rien pour l'instant, donc c'est assez dommage là-dessus. Et ensuite, parce que il n'y a pas une grosse croissance des volumes sur ce segment de marché et on a une volatilité notamment du prix des intrants qui fait que les marges, elles sont assez volatiles et je préfère me concentrer sur des business de qualité à long terme. Et donc, dans mon objectif de réduire mon nombre de lignes, j'ai également vendu du Verbio. J'ai une période de détention de 129 jours et j'ai une moins-value de moins 43%, ce qui fait que finalement, moins 43%, je devais avoir plus 67% pour regagner l'équilibre sur cette action. Je voulais pas renforcer non plus à brevet de liquidité cette ligne parce que je n'y croyais pas vraiment. Enfin, j'y croyais, mais je voulais pas immobiliser du cash sur cette action. Et vous voyez que vraiment, quand vous perdez de l'argent pour retourner à l'équilibre, c'est vraiment exponentiel. Et donc, c'est important de couper ses pertes. Voilà. Dans la même idée, j'ai vendu du Crop Energies qui fait, quant à elle, c'est une société allemande qui fait du bioéthanol et qui fait des protéines animales à partir également de restes de plants agricoles. Et donc, je l'ai vendu également parce qu'on n'a pas un secteur vraiment en croissance et également un secteur qui est concurrencé par les voitures électriques, parce que là, on est plutôt sur du carburant qui va finalement dans les véhicules particuliers, mais aussi les transports en commun, tout ça. Et tout le monde parle d'électrique, même si je trouve que c'est un peu du pipeau, ça pollue beaucoup. On n'est pas souverain au niveau de notre électricité. Et donc moi, je trouve que c'est un peu du pipeau, mais bon, c'est politique selon moi et c'est pas le but de la vidéo. J'étais en moins-value de moins 21%. J'ai une période de détention de 133 jours. Et comme je vous l'ai dit, le secteur n'est pas vraiment en croissance en termes de volume quand on regarde la consommation européenne de biocarburants, notamment de bioéthanol. Moins 21%, ça fait que je devais avoir 25% de performance. C'était une petite ligne et du coup, j'ai préféré la vendre. Ensuite, Décuple. Décuple, c'est une société française qui fait du data marketing. Elle a pour objectif de devenir la leader européenne en data marketing. Et donc, c'est quand même une belle société familiale, mais j'ai préféré la vendre parce que je n'avais pas de grosses convictions dans la société. La croissance organique hors acquisition est négative. Son business décroît au global malgré la pépite Converto, donc dans le data marketing. Et ensuite, la croissance organique n'est jamais publiée et on a un gros turnover d'employés plus que les ESN françaises où on est habitué à un gros turnover. Là, on a 40%, alors que les ESN, on est autour de 20%. Donc moi, j'ai préféré m'éloigner de cette société. Période de détention 229 jours, moins-value, moins 18%. Société suivante que j'ai vendue, c'est Bastide. Belle société française familiale qui est dans la distribution de matériel médical, donc des lignes médicalisées, tout ça. Vous connaissez sûrement parce que c'est une société qui a pignon sur rue et qui a beaucoup de points de vente en France. Et donc, j'ai vendu cette société parce que je n'avais pas de grosses convictions. Je voulais réduire mes lignes. On a des marges quand même faibles et on a également une grosse dette sur cette société. Je l'ai détenue 130 jours et on voit que j'en ai vendu deux. Ma ligne, elle s'élevait à 57 euros. Donc,
Franchement, j'ai vendu pour avoir plus de cash, pour renforcer mes principales convictions. Société suivante que j'ai vendue, c'est du ALD Automotive. ALD Automotive, qu'est-ce que c'est? C'est du leasing de voitures assez long terme. Et ensuite, au terme du leasing, on propose aux clients qui ont loué les voitures de le revendre. Donc, on vend en gros des voitures d'occasion. Et c'est une société financière un petit peu parce qu'on a une grosse dette. Et, euh, et donc, pour acheter les flottes de véhicules, voilà, on a besoin de beaucoup de dettes et on revend ensuite les véhicules. Pourquoi j'ai vendu? Parce que on a une baisse des prix des voitures d'occasion également ces derniers temps, parce que les constructeurs automobiles voient leur supply chain s'améliorer. On a moins de stop and go, même plus quasiment de stop and go. Et donc, les prix des voitures d'occasion devraient baisser et retrouver un marché du véhicule neuf en croissance et voilà tout. Donc période de détention, j'ai les détenus 292 jours. Pas de grosse conviction, je réduis mes lignes, on a une grosse dette et comme je vous l'ai dit, baisse des prix des voitures d'occasion. J'ai vendu pour 71 euros d'action. Vous voyez ici, au T4 2022, j'avais participé à l'augmentation de capital suite au rachat de l'Isplan et c'est pour ça que j'ai un PRU à 7,50 à ce niveau-là. Mais ensuite, j'ai pas un gros PRU et voilà tout. Ensuite, j'ai vendu du Moulin Vest à mon grand désespoir. J'adore cette société française familiale qui fait du bois de charpente, donc qui est très liée à la construction actuellement. Notamment, c'est 50% de son activité, les bois de construction, c'est-à-dire les bois de charpente, tout ça. On a du bois de chauffage, donc des granulés. Et on a également une partie imprégnation qui sont les poteaux, en gros, que vous mettez dans les rues, les poteaux de lignes téléphoniques, tout ça. Et c'est une très belle small cap française familiale, bien gérée, mais qui a profité du prix du bois sur ces 2 dernières années. Et là, on n'a pas vraiment d'énormes perspectives à cause notamment des prix de l'électricité. On sait pas, on n'a pas une belle communication là-dessus. On sait que les prix de l'électricité, on a dû renégocier notre contrat et ça va coûter cher, mais on n'a pas les chiffres précisément. Et il faut noter également qu'elle est éligible au PEA-PME. Pourquoi je vends? Parce que voilà, j'avais des pertes conséquentes. Je dois réduire mes lignes. On a un momentum qui n'est pas bon et je devais faire plus 60% pour revenir à l'équilibre sur ma ligne parce qu'on est à moins 37,6% actuellement. Je l'ai détenu quand même assez longtemps, 236 jours, mais c'est une société que je garde pardon, dans ma watchlist parce qu'elle est très très intéressante quand même à long terme et on a une demande croissante sur la construction en France. Le bois énergie parce que on n'a plus droit d'installer des chaudières au fioul dans les maisons individuelles. Et donc, ça fait euh, qu'on a une barrière réglementaire qui va dans le sens de Moulin-Vest, de Poujoula, de Cogra également, si vous connaissez. Et c'était tout. Société suivante que j'ai vendue, c'est du Clasquin. Clasquin, c'est du logistique. Donc, on a des solutions logistiques. On gère la logistique pour des clients depuis la Chine, depuis partout dans le monde en fait. C'est une small cap française très bien gérée et familiale qui est éligible également au PEA-PME. Et pourquoi je vends? Parce que ma ligne était trop petite et notamment les taux de fret sont en chute libre actuellement à cause du déconfinement en Chine, de la décongestion des ports et du retour à la normale du commerce international. Et donc, je me voyais mal renforcer cette ligne. Malgré un bon momentum et une sous-évaluation, je n'ai pas renforcé. Vous voyez que j'ai même vendu au point bas vers les 70 euros et c'est remonté direct entre 75 et 80 euros. Donc, j'ai pas eu de chance à ce moment-là. Mais pour 70 euros, je vais vous dire que ce n'est pas très grave. Voilà tout. Ensuite, société que j'ai vendue également à mon grand désespoir, c'est du Delta Plus. Delta Plus, qu'est-ce que c'est? C'est des EPI c'est-à-dire des casques de protection de chantier, des chaussures de protection, des gants, des baudriers, tout ça pour les chantiers, pour les hommes qui sont sur des chantiers. Et donc, c'est une très belle société familiale française qui est éligible également au PEA-PME. Et donc, je trouve que la conjoncture était un peu compliquée. Dans le but de réduire mes lignes également, j'ai vendu et je la trouve très chère actuellement pour la croissance qu'elle nous amène.
Pourtant, j'avais eu sur mon PEA-PME, j'en avais acheté en fait à 55 euros durant un petit point bas. Et plus tôt, j'en avais acheté sur mon PEA à 87 euros. Du coup, j'avais renforcé parce que j'avais eu un bon point d'entrée. Mais je trouve qu'il y a d'autres opportunités plus intéressantes actuellement sur le marché avec de meilleures profitabilités et rentabilité, même si je ne me prive pas de revenir sur ce dossier dans les mois, voire les années à venir si le prix redevient intéressant et les ratios de valorisation restent aussi également intéressants. Ce que j'ai vendu également, c'est du Jacquet Metals. Jacquet Metals, qu'est-ce que c'est? C'est une société également familiale lyonnaise qui est sur le secteur de la distribution de métaux. Donc, on a des entrepôts qui gardent les métaux et ensuite on les vend à nos clients. Ce qui peut jouer beaucoup dans les résultats de Jacquet, c'est les prix de l'acier finalement, parce qu'on distribue de l'acier. Euh, et, euh, et on s'attend, on a un PER de 2 à 3 en ce moment, et on s'attend à que le prix de l'acier baisse fortement, mais ce n'est pas le cas. On a un prix de l'acier qui ne baisse pas autant que prévu, je pense, et la société reste selon moi intéressante. Elle est éligible au PEA-PME, et elle a quand même une empreinte européenne et aussi nord-américaine. On fait quand même pas mal de ventes en Amérique du Nord. C'est pas un gros pourcentage, mais pour une PME comme ça française, ça a le mérite d'exister et d'avoir une diversification géographique des ventes. Au niveau de mes lignes, j'ai vendu deux actions sur mon PEA et une action sur mon PEA PME. J'étais en plus-value de 20% sur le PEA PME et de 3,3 sur mon PEA. Réduction de mon nombre de lignes, donc pourquoi j'ai vendu, et conviction pas énorme dans l'action à moyen long terme, même si je garde un œil sur le dossier quand même, qui reste assez bon selon moi et bien géré. On a beaucoup de stocks d'acier en ce moment et ça va donner du free cash flow sur les années, l'année en cours et les années à venir selon moi. Voilà, ensuite on va passer à mes achats. Tout de suite, qu'est-ce que j'ai acheté? Une de mes sociétés favorites, c'est Philippe Lucchesi de Finance Academy qui m'a donné la fibre de Steph. Et j'adore maintenant cette société. Qu'est-ce qu'elle fait, cette société Steph? C'est le leader européen de la logistique sous température dirigée de moins 25 à plus 15 degrés. Donc, vous connaissez sûrement cette société dans les centres-villes et sur les autoroutes. Vous devez voir souvent ces logos parce que c'est le leader européen du transport logistique, donc des camions frigorifiques en France. Et vous devez les voir dans les centres-villes. Notamment, moi, je sais que vers chez moi, il y a du Quick, il y a du Burger King qui se font livrer par du Steph. Et du coup, je peux voir leurs camions assez souvent dans mon centre-ville. Et ensuite, au niveau de l'autoroute, vous devez les voir très souvent parce que vraiment, c'est un gros acteur français. Ils ont 60% des parts de marché en France. Et donc, 60% de la nourriture qui passe dans les grandes et moyennes surfaces, tout ça, et ben, c'est Steph qui transporte ça. Et donc, on a un moat, donc on a un avantage concurrentiel et compétitif de cette action Steph actuellement. Au 20 juin, elle était à 17,80 €. À l'heure où je tourne la vidéo, elle est encore à 17,80 €. C'est une grosse small cap, voire une petite mid cap. Je ne sais pas comment vous voyez, vous, les small et mid au niveau de la CAPI, mais on a 1,350 millions de capitalisation. 1,350 millions, je me trompe, pardon. On a 1,350 milliard de capitalisation. C'est un secteur industriel et on est donc dans la logistique sous température dirigée. Domiciliation de la société, elle est française. Donc très belle PME française. 4,2 milliards de chiffre d'affaires consolidé, 146,4 millions d'euros de résultats nets. Les capitaux propres s'élèvent à plus de 1 milliard. On a 21 000 collaborateurs en France. C'est assez énorme. Euh, c'est vraiment énorme pour ce type de société, cette taille de société. On a plus de 110 000 livraisons par jour. On a plus de 20 000 clients. On est présent dans 8 pays européens. On a 273 sites multi-température. On a 170 000 surfaces de quai, 170 000 mètres carrés. On a 11 millions de mètres carrés, de mètres cubes de volume d'entreposage. On a plus de 2700 porteurs et tracteurs en propre. Et on a
4 cargos mix d'ailleurs, qui vont être vendus à la CMA-CGM et c'est une très bonne nouvelle parce que la rentabilité va mécaniquement augmenter. Au niveau du premier trimestre, il est très bon. Malgré un repris de la consommation alimentaire en Europe, la société reste confiante dans la solidité de son modèle et sa capacité à poursuivre le développement de ses activités core business de façon rentable. Donc, on a plutôt une bonne visibilité sur l'activité de Steph. On doit avoir des gains de part de marché. Le management est confiant et on voit qu'on a plus 13,7%. Le chiffre d'affaires du T1 est en augmentation de 13,7%. Donc, on a des gains de part de marché et sûrement quelques augmentations de prix répercutés aux clients finaux. Donc là, on peut voir 13,7% de croissance du chiffre d'affaires, 7,3 en France, 11,7 à l'international. Et on peut voir également que la vente de marchandises pour la restauration hors domicile est en train d'exploser, comme je vous le disais, avec des acteurs comme Quick, Burger King et tout. On a des bons partenariats qui se font en ce moment. Et on a plus 61% de croissance à périmètre constant sur le chiffre d'affaires du premier trimestre dans la restauration hors domicile. C'est vraiment énorme pour une société de la trempe de Steph. Avoir une telle croissance, c'est quand même vraiment pas mal. Et on a eu également, comme je vous l'ai dit, une très bonne nouvelle, c'est que le groupe annonce la finalisation de l'opération de cession de la Méridionale, donc l'activité cargo qui transportait des marchandises et des voyageurs entre Marseille et la Corse et Marseille et Tanger au Maroc. Et c'était un foyer de perte depuis 2 ans, 3 ans. Et on perdait 30 millions d'euros et ça va faire mécaniquement augmenter la rentabilité, les marges du groupe de 15%, même s'il y a des agrégats comptables qu'il va falloir prendre en compte. Euh, Pur et durement 14%, mais ça va être un peu moins puisque je pense qu'on va avoir de la comptabilité qui va rentrer en plus et on va avoir 100 millions de remboursement de dettes qui appartenaient encore à Steph au niveau de la méridionale qui vont être donnés pour la méridionale. Par la CMA-CGM. Vous voyez que la société est familiale est très bien gérée, le chiffre d'affaires est très beau, en croissance magnifique. Les marges, l'EBITDA également est en très belle croissance, même si un peu moins impressionnant que le chiffre d'affaires. J'adore ça. Pourquoi j'achète du Steph? Parce que c'est le leader européen, le leader en France. On a 60% des parts de marché, enfin, ils ont 60% des parts de marché en France. Et on commence la stratégie de maillage territorial en Europe qui est très prometteuse selon moi à l'avenir. On a une excellente croissance du chiffre d'affaires de 5,5% par an depuis 10 ans. Donc c'est vraiment pas mal sur du Steph. On a un moat, c'est-à-dire que la société a un avantage compétitif. On a une douve comme un château fort, c'est-à-dire que c'est le maillage territorial en nénuphar mature en France et en développement en Europe qui permet d'avoir beaucoup de parts de marché et d'être plus rentable que les concurrents. D'ailleurs, on n'a quasiment pas de concurrents parce qu'on a 60% de parts de marché en France. On a un secteur défensif peu cyclique, c'est la consommation de base, la consommation alimentaire. Même si les volumes diminuent un petit peu, je pense que c'est juste à cause de l'inflation. Les prix en supermarché vont commencer à diminuer parce qu'on a une grosse inflation de 15% depuis un an là, en moyenne surface et c'est vraiment énorme. Et les gens consomment un peu moins, mais ça va revenir selon moi. On a un bilan très solide. On a de l'immobilier en propre, les actifs en propre et la logistique en propre. Et ça, c'est vraiment un actif caché et ce qui donne un bilan très solide finalement. Et on vend la méridionale, ce qui va faire diminuer notre dette et enlever un foyer de perte. Et ce qui est très bon pour améliorer un business. On va être également mono-activité et ça va être très beau. Également, comme point positif, on a une détention et une gestion familiale. 72,5% est détenu euh, par la famille ou les managers. Et on a une vision donc long terme. L'importance est la pérennité de l'entreprise et on a également une importance portée au capital humain. J'ai renforcé ma ligne de Steph à un PRU de 104,43 et au total, j'ai 4 actions avec un PRU de 97,469. J'aurais bien aimé en prendre à en dessous des 75 euros. Là, c'était vraiment le coup de l'année, mais je ne connaissais pas assez bien le marché et la société et donc je me mords un peu les doigts, mais en cours actuel, c'est encore pas trop cher. Et ça price pas, selon moi, la rentabilité qui va être nettement améliorée à cause de la vente de la méridionale. Dividende au titre de l'exercice 2022, 4 euros par action. Je les ai touchés, je vous l'ai montré au début. Ça donne plus 33% parce que le résultat net a augmenté également dans les mêmes proportions. Et donc, ça a un très beau dividende de la part de Steph.
On a un PER qui est... Donc, on a deux leviers que j'adore regarder quand j'achète des sociétés. C'est le levier value représenté par le PER et le cours sur capacité d'autofinancement, et le levier qualité qui est le ROCE, la rentabilité des capitaux employés et la croissance du chiffre d'affaires. Et donc, pour le levier value, on veut être inférieur au marché, et pour le levier qualité, on veut être supérieur au marché. Donc, au niveau du levier value PER, on est sous-évalué de 41%, cours sur capacité d'autofinancement de 53%, donc les leviers value sont purement validés. Et au niveau ROCE, on a un ROCE supérieur au marché de 94%, donc près du double, et une croissance également de 130%, donc plus du double. Donc le levier quality est purement rempli chez Steph. Société suivante que j'ai achetée, c'est une ESN française ou une SS2I, ça dépend comment vous l'appelez. Elle s'appelle S2I, elle a 1 milliard de capi, et c'est une très belle société que j'aime suivre. Elle est dans le secteur technologique, donc 1 milliard de capi, comme je vous l'ai dit, et c'est dans le secteur information, technologie et services. Elle est domiciliée en France. Ce que j'aime chez S2I, c'est qu'on a un portefeuille très diversifié, que ce soit aéronautique spatiale défense, banque assurance mutuelle, télécom médias, énergie. On est de moins en moins dépendant à l'aéronautique spatiale et défense, ce qui donne un point positif pour la société, selon moi, qui était très dépendante il y a quelques années de la cyclicité de la demande de ce business, et on a le segment autre qui augmente fortement, donc les autres secteurs qui sont industrie, services, santé, retail, automobile et autres secteurs encore plus. On a quand même un chiffre d'affaires qui est fait auprès de grands comptes. Donc, vous voyez Airbus, BNP, Bouygues, EDF, HSBC, La Poste, Orange, Roche, Thales. Donc, c'est vraiment des gros noms, des gros poissons, et ce qui assure la pérennité du chiffre d'affaires de S2I. Le point à noter ici, c'est qu'on a un gros poids de l'international chez S2I. C'est vraiment très beau pour une société de cette trempe-là, 1 milliard de capi. La Pologne, qui est vraiment une partie énorme du chiffre d'affaires, parce qu'elle est en croissance vraiment à deux chiffres depuis plus de 10 ans. Donc, c'est une performance assez énorme, exceptionnelle, encore plus 33% en 2022. Ça va bientôt dépasser la France. Et en termes de rentabilité, on est beaucoup mieux en Pologne, je pense, enfin à l'international. Et donc, c'est un point positif du côté de S2I. Et vous voyez que tous les autres secteurs sont en croissance, tous les autres géographies sont en croissance, mais sauf l'Espagne, parce qu'on a abandonné des activités dans le secteur public. Voilà. La suite, on voit qu'on a de très bons résultats. Le chiffre d'affaires qui augmente de 23,4%, le résultat opérationnel de 27,7%. Et voilà, on voit que la marge en France, comme je vous l'ai dit, est de 7,17%, la marge opérationnelle, et à l'international de 11,82%. Donc finalement, on augmente notre marge opérationnelle en faisant croître plus rapidement notre business en dehors de la France, où il y a moins de marge finalement. Au niveau du résultat net, on a également un très bel exercice, 80 millions de résultats nets. C'est vraiment excellent de la part de S2I. Pourquoi on augmente autant? Parce qu'on a très peu de coûts fixes finalement. On a le taux d'imposition des sociétés qui est au plancher en France. Maintenant, c'est très compétitif par rapport aux autres sociétés internationales. C'est vraiment une épine du pied enlevée des sociétés françaises. Et on a également très peu de coûts fixes, et on a un effet ciseau vraiment très positif du côté de S2I, même si ce n'est pas des sociétés industrielles. Il faut quand même acheter des ordinateurs, tout ça, et des bureaux pour nos employés, pour qu'ils puissent travailler. Et du coup, ce qui fait que les résultats opérationnels et nets augmentent plus vite que le chiffre d'affaires. Pourquoi j'achète du S2I? C'est qu'on a eu un ROCE de 19% en moyenne sur ces 8 dernières années. C'est beaucoup plus que Alten et Capgemini sur cette période. On a 104 millions de trésorerie nette, donc c'est vraiment 10% de la market cap qui est en cash. On a une augmentation de 25% du dividende, mais une baisse du payout, comme je vous l'ai dit. Le marché est en croissance structurelle, digitalisation, donc le marché est en croissance structurelle de 5 à 7% par an. À cause de la digitalisation des sociétés. On a un management et des employés qui détiennent 53,75% du capital. On a une croissance annualisée du chiffre d'affaires depuis 10 ans de 13,64% par an. Et on a une faible valorisation par rapport au comparable. On a un price earning de 13,3 actuellement, ce qui est assez peu
par rapport aux comparables et on prévoit pas au niveau des analystes une baisse, du résultat net. Donc on est quand même toujours sous-évalué par rapport aux concurrents, sachant qu'Alten, eux, ils prévoient une baisse de leur résultat net, une baisse de leur marge nette sur cet exercice parce que l'exercice 2022 avait été exceptionnel. Durant ces 2 mois, j'ai acheté 2 actions, S2I à un PRU de 49,4. Au total, j'ai 7 actions à un PRU de 48,32. Voilà, c'est une société que j'apprécie particulièrement. Au dividende au titre de l'exercice 2022, c'est pas affiché sur, Morning actuellement, mais on prévoit, 50 centimes de dividende par action. Ça fait une augmentation de 25 du dividende. C'est vraiment pas mal. Au niveau, des ratios par rapport au CAC Mid and Small, on remplit les 2 leviers, les 2 cases, value parce qu'on est sous-évalué par rapport à l'indice de 17,6 au niveau du PER et de 9,3 au niveau du cours sur capacité d'autofinancement. Et au niveau qualité, on a vraiment une société de très bonne qualité, par rapport, mesuré par le ROCE, on est à plus 344 par rapport au marché, c'est ça qu'on aime et on a une croissance de plus 144 sur l'année 2022. Donc, c'est vraiment exceptionnel de la part de S2I. Société suivante, secteur énergétique, c'est du Technip Energies qui vient de la scission de Technip FMC. J'aime plutôt bien cette société pour diversifier mon portefeuille. Et du coup, qu'est-ce que fait Technip? Déjà, il faut savoir que c'est une société du secteur énergétique. On est sur une mid-cap de 3,3 milliards de capi. Et on est sur le segment de marché des équipements d'extraction de gaz et, euh, et de captation de CO2 et d'extraction également. On était avant sur de l'extraction de matières premières, hein, du pétrole noir, enfin comment on appelle ça, de l'or noir, c'est le pétrole. Mais là, on est plutôt sur du captage de CO2 sur ce type de business. Et, euh, et c'est vraiment très beau. Et également du captage de gaz naturel liquéfié. La société est beaucoup mise en avant par rapport à ça. Domiciliation de la société, c'est aux Pays-Bas. Donc, on a une retenue du dividende de 15%. Moi, je m'en fous de l'avoir dans le PEA et de ne pas récupérer ces 15%. Mais si vous voulez l'avoir sur le compte titre ordinaire, vous pourrez récupérer ces 15% parce qu'on a une convention de non-double imposition en France. Donc, qu'est-ce que fait Technip? En fait, elle fait des livraisons de projets et donc ça, c'est pour du cycle long. Et en complémentarité, elle offre des services de technologie et des produits et des services donc, qui sont plus sur des cycles courts. Et ça permet d'avoir une très bonne exécution. On a vraiment une société qui est, leader au niveau de sa performance financière. Elle est vraiment très bonne. On est sur une société où il n'y a pas besoin de beaucoup d'actifs et donc on n'a pas besoin d'investir beaucoup. Et donc finalement, on a beaucoup de cash dans ce type de business. Robust balance sheet parce qu'on a un bilan très solide parce qu'on a beaucoup de cash, 3 milliards actuellement. Donc on a la capitalisation en cash. On a une résilience aux facteurs externes et au cycle de marché. Et on a vraiment des ratios de rentabilité qui sont vraiment élevés. On est autour de 20%, je crois, sur Technip sur l'année 2022. Et on a également une politique de retour à l'actionnaire avec des dividendes. Premier trimestre 2023, qu'est-ce qui s'est passé? On a une baisse du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que, pour rappel, en 2022, on est sorti d'un gros projet Arctic LNG 2 en Russie. Et donc, ça représentait plus de 50% du chiffre d'affaires à la Russie de Technip. Et le management a été vraiment très, très qualitatif. On a pu limiter énormément la casse et donc avoir une baisse seulement de 4 ou 5% du chiffre d'affaires. Et là, on a encore des répercussions sur cette année de la sortie de ce projet en Russie parce que vous savez, on a eu cette guerre et donc toutes les sociétés européennes, elles ont dû sortir du marché russe pour des raisons réglementaires et politiques. Voilà. On voit quand même que la marge EBIT est en augmentation parce que l'EBIT se maintient à un niveau égal à 2022 malgré un chiffre d'affaires en baisse. On a un résultat net qui augmente quant à lui et on a un résultat dilué par action qui augmente quant à lui par rapport
à l'année dernière. Au niveau des prises de commandes, on est plus côté 1 2022, on a 712 millions contre 551. Et par contre, notre carnet de commandes s'effrite un peu, on est à 12 milliards contre 15,6 l'année dernière parce qu'on exécute actuellement notre carnet de commandes. Pourquoi j'achète du Technip? Parce que c'est le leader en gaz naturel liquéfié, donc en extraction de gaz naturel liquéfié. On a 20% des parts de marché et c'est également un leader dans l'hydrogène. On a un énorme marché de ce côté-là de, de biocarburants, enfin de gaz naturel, de ressources non pétrole noir de 100 milliards d'euros par an, donc c'est un marché énorme. On a un ROCE quand même à 17,5%, très bon chez Technip, donc une très bonne rentabilité des capitaux employés. On a une trésorerie nette de 3,1 milliards d'euros. Le carnet de commandes est de 12 milliards d'euros. On a un PER de 11,4, donc ce qui est quand même pas cher payé pour ce business. On a une montée en puissance du segment technologie, produits et services qui est mieux margé que l'autre segment qui est les livraisons de projets et qui rapporte moins au groupe. Parce qu'on est sur le segment TPS, on est sur quand même un résultat, une marge EBIT à 2 chiffres. Donc ça commence vraiment à être intéressant sur cette société Technip. J'ai acheté 5 actions à un PRU de 18,26. Au total, j'ai 13 actions avec un PRU de 16,65. Vous voyez qu'ici, en mai, j'ai profité de la chute du cours vers les 18 euros pour me renforcer massivement parce que je connaissais bien la société et je savais que c'était de la volatilité à court terme. Et donc, j'en ai profité et du coup, je suis en belle plus-value parce que là, on est autour quand même des 20 euros à l'heure où je parle. Le graphique, il n'est pas mis à jour là. Elle vient de l'acquisition de Technip FMC en 2020 ou 2021, je crois. Du coup, on n'a pas un gros track record sur le dividende. Voilà, on a 52 centimes au titre de l'exercice 2022 de dividende par action, en augmentation de 15,5%. Et voilà, c'est quand même beau, c'est en augmentation. Donc, au niveau des deux leviers, elle coche la première case du PER, on est sous-évalué de moins 28% par rapport au marché. Au niveau du cours sur capacité d'autofinancement, par contre, on ne coche pas la case parce qu'on a eu besoin de cash. Et donc, on a 18 contre 8,6 pour le marché. Donc, on est surévalué par rapport au marché. Et donc, ça, c'est une croix rouge au niveau du cours sur capacité d'autofinancement en 2022, même si je pense que ça va s'améliorer dans les années à venir, dans l'année à venir. Au niveau du ROCE, par contre, on est plutôt bon au niveau de ce levier quality. On coche la case parce qu'on a plus 143% par rapport au marché. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, comme je vous l'ai dit, au niveau quantitatif et qualitatif, on est sorti de la Russie qui représentait 50% de l'activité et on s'en sort seulement avec moins 4,5% de baisse du chiffre d'affaires. Et donc, logiquement, le marché, il est à 9,6%. Donc, la deuxième case de la qualité n'est pas cochée parce qu'on a une différence de moins 115%. Voilà pour le levier qualitatif. Ensuite, société suivante que j'ai achetée, c'est du Pujula Group qui est éligible au PEA-PME. Pujula, c'est une société, une small cap française qui capitalise 203 millions d'euros de capitalisation dans le secteur industriel et son industrie est les équipements les conduites cheminées et le bois énergie. Elle est domiciliée en France et vous voyez que c'est le leader européen des conduites cheminées pour les maisons et les cheminées industrielles. Ça représente 65% du chiffre d'affaires et 35% du chiffre d'affaires, c'est le bois énergique où la société est numéro 1 en France, donc le bois bûche, le bois de barbecue. Si vous allez dans les grandes et moyennes surfaces, vous devez voir des produits Woodstock ou Crépito qui sont des produits de la société Pujula. Vous voyez qu'en 20 ans, le chiffre d'affaires a une belle progression. C'est très qualitatif comme business, mais très capitalistique. La société a investi plusieurs fois sa market cap pour pouvoir avoir une croissance. C'est endetté plusieurs fois par rapport à sa market cap, plus que sa market cap d'ailleurs. Et on a de très bons retours actuellement. Ce que j'aime, c'est qu'on a une répartition du capital, une allocation du capital qui est familiale. On a 70% du capital qui est détenu par la famille Coirier et on a 29% en flottant. Au niveau du chiffre d'affaires, je n'ai pas mis à jour parce que j'avais commencé en juin ce bilan et on a eu des résultats qui sont quand même plutôt pas mal du côté de Pujula. Les marges sont plus élevées que jamais, même si en 2023,
2024, on compte pas trop augmenter les prix pour garder et fidéliser nos clients. Et donc, ce que je trouve assez dommage, mais la société va continuer à délivrer de la performance à long terme parce que, comme je vous l'ai dit, on a structurellement une interdiction des chaudières au fioul et donc au niveau réglementaire, c'est un avantage compétitif du côté de Poujoula, de Moulin-Vest, de Cogra également, qui vend du bois de cheminée et Poujoula encore plus, qui vend des conduits de cheminée. Voilà, au niveau du chiffre d'affaires, ça a cru durant cet exercice de 33% et on a enfin dépassé le seuil des 400 millions d'euros. Le groupe a désormais changé d'échelle et conforte sa place de leader européen sur ses marchés. Plus 20% pour les conduits de cheminée, plus 58% pour le bois énergie, c'est vraiment pas mal, 57,8, voilà. C'est vraiment une très très belle perf. Pourquoi j'achète du Poujoula? Parce qu'on a un alignement d'intérêt avec les petits porteurs, parce que la détention familiale du capital est à hauteur de 70%, c'est la famille Coirier. Parce qu'on a des positions de leader, on est numéro 1 en France sur le bois énergie, numéro 1 en Europe sur les conduits de cheminée B2C et les cheminées industrielles B2B. Au niveau du ROCE, on est quand même vraiment pas mal. On a 16,5. On a une sous-évaluation quand même au niveau du price earning. On a 9,5. On a quand même un peu de dette à prendre en compte, mais on paye quand même pas la société très cher en ce moment. On a une montée en puissance du bois énergie face aux énergies fossiles pour le chauffage. Également, c'est très compétitif parce qu'on a vu en 2022 que les énergies fossiles étaient très chères. Je vais tourner ma langue 3 fois dans ma bouche pour reprendre. Voilà. J'ai renforcé ma ligne. J'ai acheté 4 actions à un PRU de 24,12. Au total, j'ai 13 actions avec un PRU de 25,88. Donc, j'ai abaissé un peu mon PRU et on est de retour sur les 26 euros, je crois. Sur du Poujoula, on est vraiment pas mal actuellement. Au niveau du dividende, la société, c'est pas une grande verseuse de dividendes, mais il a le mérite d'être là, il est assez cyclique comme la société. Et donc, moi, je vois à moyen terme une société qui va avoir plus de récurrence et donc qui va être moins cyclique. Et c'est pour ça que je l'ai en portefeuille également. Au niveau des ratios par rapport au CAC Mid and Small, au niveau des deux cases value, on est coché parce qu'on a une décote de respectivement 40% pour le PER et 39% pour le cours sur capacité d'autofinancement. Donc, on est vraiment value. Au niveau du levier qualité, on coche également les deux cases parce qu'on a une surperformance par rapport au marché de notre ROCE de 129% et au niveau du chiffre d'affaires, surperformance de 243%. Donc, on est vraiment pas mal à ce niveau-là. Société suivante que j'ai achetée, c'est du Publicis Group. Je fais entorse un peu à mes règles de pure small capper, comme j'aime m'appeler. J'ai vendu du Reworld qui était dans le secteur de la communication et j'ai acheté une société très solide qui est Publicis parce que Reworld, les dirigeants n'étaient pas alignés. On a des grosses pages de conventions réglementées et on a des dirigeants qui se gavent sur le dos des petits porteurs et j'aime pas ça. Du coup, j'ai vendu du Reworld. Et là, Publicis Group, du coup, c'est une capi de 17 milliards d'euros, donc elle appartient au CAC 40. Voilà, elle est domiciliée en France. Qu'est-ce que fait Publicis? Elle accompagne ses clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur marketing pour les aider à gagner dans un monde de plateformes et créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le groupe propose ainsi de répondre à 4 impératifs de ses clients grâce à ses expertises diverses, une créativité dynamique et disruptive, des médias ciblés et performants à grande échelle, des compétences en data et technologie permettant aux clients de construire une connaissance des consommateurs profonde et de créer des écosystèmes digitaux qui leur sont propres. Voilà, pour ce qui est, c'est de l'externalisation un petit peu. Les employés de Publicis, par exemple du LVMH, ils font appel à Publicis dans leur pôle marketing pour avoir l'expertise de Publicis pour faire leur publicité, pour afficher leur pub également dans les rues, tout ça. Je pense c'est d'externalisation de services marketing. Voilà ce que fait du Publicis, moi, de ce que je comprends du business. On a un tiers du revenu qui vient de la data et de la tech, un tiers du revenu qui vient des médias et un tiers du revenu qui vient de la création. En croissance organique, en 2022, on a eu croissance organique à 2 chiffres pour la deuxième année consécutive. C'est vraiment très beau. Ça veut dire qu'on gagne des parts de marché
à nos principaux concurrents. Vous pouvez le voir ici, Omnicom, Interpublic, WPP, et qu'on augmente nos prix également. Et donc, franchement, c'est pour ça que j'achète du Publicis, c'est qu'on a une bonne tendance sur les résultats. Au niveau du positionnement de l'offre, comme je vous l'ai dit, Publicis, elle est verticalement intégrée parce qu'on a des activités data et tech dans la création et les médias. Et donc, on peut proposer vraiment notre savoir-faire là-dessus. Et c'est ce que les clients aiment. Et ça se ressent dans le carnet de commandes, enfin voilà, les carnets de commandes. Voilà, c'est JP Morgan qui fait un reporting là-dessus. Au niveau des demandes Publicis, on a reçu 2 milliards 263 de buy links. Donc, on a gagné des parts de marché par rapport aux concurrents. D'ailleurs, il n'y a aucun concurrent au-dessus d'un milliard. Donc, vraiment, on a gagné des parts de marché sur cette année 2022. D'ailleurs, ça se ressent dans les chiffres parce que on a une croissance organique de 10% et une croissance publiée de 20%. On a une marge opérationnelle de 2 milliards 2, c'est assez énorme. Et on a un free cash flow de 1 milliard 7, c'est également énorme. Et on a réduit notre dette. On a désormais, à la fin de 2022, du cash net pour 634 millions d'euros. On a une très bonne conversion cash de la part de Publicis. Actuellement, on a des gains de part de marché auprès des principaux concurrents grâce à un positionnement unique. On a une position de leader. C'est le deuxième acteur mondial du marketing derrière WPP en termes de chiffre d'affaires. Le marché du marketing et de la publicité, enfin du marketing, voilà, il est de 846 milliards d'euros, enfin du marketing et de la publicité, oui d'ailleurs. C'est un marché énorme et en forte croissance. On a un ROCE de 13 et une très bonne conversion de cash, c'est ce que j'aime chez Publicis. On a un PER estimé pour l'année en cours 2023-2024 de 10,5, donc selon moi, c'est sous-évalué par rapport au CAC 40 et au CAC Mid and Small. Et on a une marge opérationnelle jamais vue de 18% sur ce type de business, c'est vraiment excellent. Alors, j'ai profité d'une grosse chute en mai pour initier ma ligne sur Publicis. J'ai acheté 2 actions à 68,81. Voilà tout. Au niveau du dividende, la société a baissé son dividende en 2020, mais la société est de très bonne qualité et distribue un dividende qui est constant dans le temps. On a un très beau rendement de 4,14 pour les gens qui aiment les dividendes. Et là, depuis 5 ans, on a une croissance du dividende de 5% par an. Ça prend en compte la baisse là. Donc, on a quand même un très beau dividende. Au niveau de la valorisation de la profitabilité, ça me prenait trop de temps de faire les calculs comme je vous ai fait au début. Du coup, là, j'ai mis les ratios de gros focus et on regarde si les leviers value et qualité sont remplis par rapport à l'indice de référence qui est le CAC Mid and Small, même si Publicis doit se comparer au CAC 40. Donc au niveau du price earning, on est sous-évalué par rapport au marché parce qu'on est à 14,53, le marché est à 15,2. Au niveau du cours sur capacité d'autofinancement, le marché est à 8,4, on est à 7,37, donc c'est vraiment très bon. Au niveau du ROCE, on est à 12, le marché est à 7, donc on est vraiment qualitatif à ce niveau-là, on coche la case. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on a vu qu'on était à 20% et le marché à 9. Donc, on coche le côté value et le côté qualité, même si on n'a pas une grosse marge, on n'a pas une grosse marge d'erreur sur l'action, on n'a pas une grosse décote actuellement. Je bois un petit coup. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la prochaine société qui est Rexel. Rexel, c'est une société dans la distribution. D'ailleurs, on a eu un très bel article sur Zone Bourse de la part de Andrea Chavan le 7 juillet, au moment où je faisais cet énorme boulot de mes actions, là, de ces 205 slides. Et du coup, vu que j'avais acheté du Rexel, je trouvais pertinent de mettre cet article parce que je pense, comme Adrien Chavan sur la société, on est sur une mid-cap de 7 milliards 783 millions de capi. On est sur le secteur, moi je dirais que c'est quand même du industriel, même si eux ils mettent de la technologie et on fait de la distribution de matériel électrique basse tension pour les professionnels. C'est une société qui était ancienne propriété de la famille Pinault, donc c'est-à-dire c'est la famille qui détient actuellement Kering. La reprise post-Covid lui a permis de faire des étincelles, avec notamment une forte accélération des ventes et une rentabilité record qui ont donné un peu plus de relief à des résultats qui n'ont pas toujours été si brillants.
été aussi brillant, pardon. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, on est à 46% dans le tertiaire, 28% dans l'industriel et 26% dans le résidentiel. Donc on est un peu moins exposé au marché des particuliers et donc de l'immobilier neuf que, que des pure players de l'immobilier tels que Nexity, même si ça n'a aucun rapport, c'est pas du tout dans le même marché. Le chiffre d'affaires est moins impacté et on a une société qui fait quand même un beau chiffre d'affaires également en Europe. Elle est présente en Europe, en Asie du Pacifique et en Amérique du Nord. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant sur Rexel. Ce que j'ai bien aimé au niveau des résultats 2022, c'est qu'on a une augmentation des volumes et des prix. Voilà, on a 4,3% d'augmentation des volumes et 9,8% des prix, donc une augmentation du chiffre d'affaires total de 14,1% en 2022. Voilà, il y a la segmentation avec l'Europe et l'Amérique du Nord, 17,9 en Europe de croissance du CA et 16,3 en Amérique du Nord. Voilà, c'est quand même très bon. On a eu 2 ans de portfolio, de management de portefeuille. On a fait 10 acquisitions de croissance externe et ce qui nous a rapporté 1,5 milliard de chiffre d'affaires dans les comptes. Et dans le même temps, on a vendu des activités non stratégiques pour 1,5 milliard de chiffre d'affaires et ça représente 6 ventes à ce niveau-là. Ce que j'aime bien chez Durexel, c'est qu'on a un plan ici Power Up 2025, donc qui prévoit une croissance organique sur 4 ans annuelle de 4 à 7%, une marge EBITDA de 6, 5 à 7% ajustée, une conversion de free cash flow de 60%, donc ce qui est très bon, 400 millions d'euros de rachat d'actions, ce qui est plutôt pas mal parce qu'actuellement la société est sous-évaluée, jusqu'à 2 milliards de contributions des acquisitions de croissance externe sur 4 ans, 200 à 500 millions de ventes liées aux cessions, 40% de ventes dans le digital, ce qui veut dire en 2025 plus de marge parce qu'on a moins besoin d'intervention humaine et plus d'automatisation, et être un leader en ESG. Et vous voyez que la plupart de ces critères, de ces objectifs ont été remplis en 2022. Donc c'est vraiment très bon. Là, je vous remets ce que pense, je ne sais plus comment il s'appelait, de Zone Bourse. Et je pense tout à fait la même chose. Pour réussir à l'avenir, Excel doit donc prouver sa capacité à maintenir les dynamiques entrevues ces 3 dernières années et renforcer son expansion en ligne. Le pari n'est pas insensé malgré les menaces précitées. Le marché sur lequel le groupe évolue bénéficie d'un moteur interne solide lié à l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'équipe qui a mené le retournement est toujours aux commandes. Donc on a une équipe qui est là depuis 2018 et qui gère très bien la société et ça se voit dans les chiffres. Et donc, et puis tout bien peser, les finances et les ratios du Rexel 2023 sont plus séduisants que ceux du Rexel 2018. Donc voilà, on est vraiment pas mal à ce niveau-là. Alors pourquoi j'achète du Rexel? Parce qu'on a un T1 encore très bon, plus 10,1%. On a plus 4,1% en volume et le reste en effet prix, alors que le marché price un retournement du marché des prix et des marges de Rexel. Ce que j'aime, c'est qu'on a également une répercussion directe de l'inflation dans nos prix de vente parce qu'on a un distributeur. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. On a quand même 6 à 7% des parts de marché à l'échelle mondiale dans la distribution de matériel électrique, ce qui la classe parmi les plus gros acteurs du secteur derrière des groupes comme Sonepar ou Wesco. Sonepar, société française non cotée, qui est le leader mondial de la distribution de matériel électrique, comme le fait Rexel, et Wesco également, une société leader mondiale côté aux États-Unis. Quant à elle, on a 27% des ventes en ligne, c'est très bon pour moi. Selon moi, c'est en croissance d'ailleurs. On a un marché de l'électrification et de la rénovation en croissance. On a un PE estimé en 2023-2024 de 8,8. Un ROCE de 16,6 actuellement. On a des dividendes, des rachats d'actions de 400 millions d'euros de prévus jusqu'en 2025. Et vu qu'on a une sous-évaluation de la société, selon moi, c'est très très bon. Alors sur du Rexel, j'ai initié ma ligne. J'ai acheté 5 actions pour 19,33 €. Vous voyez que j'ai quand même bien joué mon coup. J'ai acheté quasiment au point bas, là, ça fait plaisir. Et du coup, là, je suis en plus-value, même si c'est une petite ligne que je renforcerai peut-être à l'avenir.
Au niveau du dividende, on a baissé quand tout allait mal. Retour du nouveau management en 2018. Du coup, on a coupé le dividende jusqu'en 2020 et jusqu'à redresser la société, avoir des résultats constants et en augmentation. Et là, du coup, on a un très beau dividende qui va être versé de 1,20 €, ce qui fait un dividende yield de 5,32%. C'est vraiment incroyable. Enfin, c'est vraiment incroyable, non, mais on verse pas mal de dividendes. D'ailleurs, on est très sous-évalué. On a un PER de 7,32, donc on est sous-évalué par rapport au marché. Au niveau du cours sur capacité d'autofinancement, on est à 8, donc on est en dessous du marché. Au niveau du ROCE, on est plus élevé que le marché, on est à 16. Le marché est à 7. Donc, qualité, ce levier qualité, c'est coché. Et au niveau de croissance du chiffre d'affaires, on a vu 14% et le marché est à 9, le CAC Mid Small. Donc, on coche également les 4 cases, que ce soit les 2 cases value ou qualité, on les coche. Société suivante qui est très très intéressante, l'idée m'a été donnée par Indépendance et Expansion, le fonds Europe. C'est une société allemande, Safoland, une small cap allemande de 543 millions d'euros de capitalisation. On est sur la consommation cyclique, donc on fournit des composants pour les camions, donc c'est ça l'industrie. On est coté en Allemagne, comme je vous l'ai dit. Donc Safoland, en un coup d'œil, c'est un des leaders mondiaux de produits pour les châssis de camions, notamment les remorques et les semi-remorques. Euh, on a aussi donc les sellettes d'amarrage, les essieux, les systèmes de freinage, les béquilles pour poser la remorque, tout ça. On a également, oui, les suspensions, comme je vous l'ai dit, et maintenant, du coup, on a les systèmes de freinage pour les semi-remorques intelligents. Donc, on a une méga tendance qui s'installe. On a vraiment, on a vraiment une société qui est internationale. On a comme marque Safoland, Haldex, Kiel, Newey, Orlandi et York. Vous voyez qu'on a 6 000 employés sur 6 continents. On a 1,6 milliard de chiffre d'affaires en 2022 et une EBIT margin de 8%. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe fait ses ventes en Europe et Middle East Africa pour 52%, en Amérique pour 38% et en Asie-Pacifique pour 10%. Et on a également un secteur récurrent du business, c'est qu'on fournit et on répare les pièces, nos pièces, et donc ça donne une récurrence au business. Donc voilà, là vous avez une présentation des investisseurs qui nous dit qu'on a une opportunité unique pour investir dans un leader global dans les véhicules, les systèmes dans les véhicules commerciaux. On est diversifié, c'est un business asset light et qui est résilient. On a un leader de marché global. Ensuite, on a l'après-marché qui donne de la récurrence, qui sauvegarde de la profitabilité dans les périodes de crise. Et on a quand même des méga tendances de fond qui sont l'électrification, la digitalisation et la conduite automatique. Récemment, on a acheté Haldex et donc c'est vraiment très positif à ce niveau-là. On a des positions on a des positions de leader dans un marché oligopolistique aussi renforcé par l'acquisition d'Haldex, une société suédoise dans les suspensions, les systèmes de contrôle d'air et les freinages. Donc vous voyez que on a un positionnement global sur les essieux en tant que premier à deuxième acteur mondial. Sur les sellettes d'attelage, on est deuxième acteur mondial. Sur les béquilles de stationnement de remorques, on est deuxième acteur mondial. Et du coup, sur les suspensions, la gestion de l'air et les systèmes de freinage, on est vraiment premier à troisième mondial. Donc, on est vraiment sur un leader de niche. Vous voyez ici, ce que peut avoir un camion comme produit de chez Safoland et Haldex.
Donc notamment, comme je vous l'ai dit, les essieux, les béquilles, d'attente, enfin les béquilles de stationnement des remorques, voilà les systèmes de suspension, les systèmes de freinage, les systèmes de suspension à air, le frein à main, parking safety, vous voyez, on est vraiment sur des produits de très bonne qualité d'ailleurs et de bonne durabilité. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, c'est que c'est les utilisateurs finaux qui choisissent en fait les produits de Safoland, ensuite qui les demandent aux constructeurs de remorques d'ajouter des produits Safoland, et ensuite Safoland fournit ces produits pour construire les remorques, tout ça. Et donc en fait, c'est les clients finaux qui choisissent les produits de Safoland. Pourquoi? Parce qu'en en fait, on a des coûts de possession inférieurs, même si je pense que les produits sont plus chers à l'achat. En fait, on a une très bonne qualité allemande en fait, et à long terme en fait, les produits tiennent plus longtemps, et du coup, on a une efficacité accrue tout au long du cycle de vie. Et vous voyez des gros clients comme Coca-Cola, comme Amazon, comme FedEx, comme DHL, comme Walmart, comme UPS, tout ça. On a vraiment des très gros clients. Au niveau de la guidance en 2022, elle a été dépassée vraiment dans un environnement économique compliqué. Vous voyez que le chiffre d'affaires est passé de 1,247 milliard à 1,565 milliard, une marge EBIT qui est passée de 7,5 à 8, un résultat net par action de 1,82 contre 1,35, et un cash flow opérationnel, un free cash flow opérationnel de 120 millions d'euros contre 16 en 2021. Donc c'est vraiment très bon. Et là, vous voyez que on continue sur cette tendance au premier trimestre 2023 avec un chiffre d'affaires en très belle croissance de 10% en organique. On a une contribution d'Aldex qui fait que notre chiffre d'affaires croît de plus de 110 millions d'euros. On a une marge EBIT qui augmente à cause d'Aldex également, qui est à 9%, donc c'est très bon. Et on a on a un cash flow opérationnel, un free cash flow net opérationnel qui augmente, qui est de 5,4 millions d'euros contre moins 10 millions d'euros au T1 l'année dernière. Ce qui est assez intéressant aussi également, c'est que la société publie son ROCE, et que là, au T1 2023, on a un ROCE à 16,5, et c'est vraiment très bon. À ce niveau-là, la société est très rentable. J'achète également du Safoland parce que c'est sous-évalué, c'est qualitatif, et ça a un bon momentum. Vous voyez, depuis le début de l'année, une performance de 37,47%. Voilà, c'est pour ça que j'achète aussi ce business, parce que je m'intéresse de plus en plus dans ma stratégie à rajouter des sociétés qui ont du bon momentum plus que des sociétés qui ont du mauvais momentum, comme par exemple du Moule Invest. Donc pourquoi j'achète? On est un leader mondial dans un marché de niche, fournisseur unique au monde de systèmes pour tous les produits liés au châssis des camions. On a une récurrence du business. La société fournit des pièces de rechange au réseau de services des fabricants ainsi qu'aux grossistes, et via un vaste réseau de distribution mondiale aux clients finaux et aux centres de services. Voilà, c'est le aftermarket, c'est vraiment une récurrence du business que j'aime. On a une méga tendance électrification et de plus en plus d'électronique dans les camions, qui font qu'on a une croissance structurelle du marché pour Safoland dans les camions. Les ventes du T1 sont en hausse de 18,8%, comme je vous l'ai dit, en croissance organique à périmètre constant et à change constant. Et on a un PE estimé en 2023-2024 de 5,9. Le ROCE est à 16,5 et le dividende 4,9. Donc on est vraiment pas mal. J'ai initié ma ligne du coup durant ces 2 mois. J'ai acheté 6 actions à 13,65 et 8 actions à 11,88. Vous voyez que j'avais acheté un point haut, et du coup j'ai diminué mon PRU ensuite. Au niveau du dividende, la société paye un dividende assez confortable. On l'a coupé en 2020-2021 parce qu'on avait de l'incertitude. Et là, on a quand même un beau dividende qui est versé de l'ordre de 4,92%. Ensuite, au niveau de la value, on est très sous-évalué. Actuellement, on a un PER de 8,13 contre un marché à 15. On est 2 fois moins cher. Au niveau du cours sur capacité d'autofinancement, on est à 3,22. Le marché est à 8. Donc, on est à peu près 2 fois moins élevé. Donc, le segment value, le levier value est
totalement rempli. Au niveau du levier qualité, on a un ROCE à 16 actuellement. Le marché est à 7, donc on est vraiment bien à ce niveau-là. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires en 2022, on doit être quand même plus élevé que le marché. Et donc le levier qualité, les deux cases du levier qualité sont cochées. On se retrouve ensuite sur la société suivante que j'ai achetée, une société financière pour diversifier mon portefeuille, une holding, elle s'appelle Viel et compagnie. C'est une société qui capitalise 485 millions d'euros. Elle est dans le secteur financier et elle est dans l'industrie des marchés de capitaux. En fait, Viel c'est une compagnie d'investissement spécialisée en fait dans la prise de participation à long terme dans des sociétés du secteur de la finance. Donc, on a des participations dans la compagnie financière Tradition, qui est une société cotée en Suisse. On a 70% de participation. On a 79% de participation dans Bourse Direct, qui est mon courtier, très bon courtier d'ailleurs, que je recommande, même si c'est surévalué l'action Bourse Direct. On a 40% dans Swiss Life. On a également 8,64% d'autocontrôle des actions. Au niveau des ventes par activité, on a 95% qui viennent de la financière Tradition, donc c'est de l'intermédiation financière, c'est-à-dire que en fait, on fait de l'intermédiation sur des produits de taux de change, sur des titres et sur les dérivés de titres comme des actions, des indices, des obligations. Et sur le marché des matières premières également, on fait, pardon, on fait de l'intermédiation financière sur les matières premières et l'énergie, notamment les métaux précieux, le charbon, l'électricité, tout ça. Ensuite, 4,8% qui sont le résultat de Bourse Direct, de mise en équivalence. Et du coup, on a une société finalement qui est très bien diversifiée au niveau géographique. Asie du Pacifique, 24%, Amérique, 30%, Europe et Middle East Africa, 46%. Donc, c'est quand même pas mal. Les résultats sont plutôt bons grâce à des bons résultats de la compagnie financière Tradition cotée en Suisse, comme je le rappelle, qui représente 95% des résultats de Viel. Donc, croissance du chiffre d'affaires, plus 10,1%, résultat d'exploitation, plus 30%, résultat courant avant impôt, 39%, résultat net, plus 36%. Par rapport à 2021 en 2022, résultat net part de groupe plus 38,9%, des capitaux propres renforcés à 585,3 millions d'euros. Voilà, au niveau du bilan, on a un très beau bilan, trésorerie nette, y compris la quote-part des sociétés associées de compagnies financières Tradition. Pardon. On a 180 millions de cash net, c'est plus élevé que ces 2 dernières années et c'est ce que j'aime. Au niveau du dividende, la société est assez cyclique et notamment à cause des résultats de la compagnie financière Tradition, mais les résultats semblent avoir été bons en ces dernières années. Et donc, on verra en 2023-2024 ce que ça donne. Mais du coup, la société a de bons résultats et donc donne du dividende 0,35 euros par action en 2022. Et depuis sa cotation, le début de sa cotation en 90, on a quand même versé presque 300 millions d'euros de dividendes en cumul. C'est quand même assez important. Et donc, pourquoi j'ai ajouté cette société dans mon portefeuille? C'est parce qu'on a un très bon momentum. Vous voyez également depuis le début de l'année, 28,4% de croissance de l'action, même si elle est sous-évaluée et qualitative également. Voilà, comme je vous l'ai dit, pourquoi j'achète? On a un bon momentum 6 mois, 1 an et 5 ans. Le PER est de 6,8, le dividende de 4,55%. Le programme de rachat d'actions, en dessous des 8 euros est également intéressant. On a une diversification sectorielle de mon portefeuille parce que je n'avais pas de société financière jusque-là. Et on a une potentielle OPA à 3 fois le cours de bourse, le CEO à 71 ans. Donc, on a une potentielle OPA qui peut se faire sur ce business. J'ai initié ma ligne, j'ai acheté 10 actions à 8,48 et j'en ai profité d'une baisse pour en racheter 19 à 7,94. Et voilà, j'ai initié ma ligne durant ces 2 mois. Le dividende, je vous en ai déjà parlé, il est en croissance depuis 2015 maintenant, même s'il a baissé un peu en 2019. On a comme un dividende yield de 4,58%, donc ça reste assez intéressant pour ceux qui recherchent le dividende. Au niveau de la valo,
Au niveau de la valo, au niveau du PER, comme je l'ai dit, on est sous-évalué par rapport à l'indice de référence de plus de presque de plus de 2 fois en fait. Au niveau du price to operating cash flow, on est également 2 fois et demi sous-évalué par rapport au marché, cours sur capacité d'autofinancement. Au niveau ROCE, on coche la case qualité parce qu'on a un ROCE de 14,34 pour l'exercice 2022. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires également, on coche la case parce qu'on a une croissance du chiffre d'affaires de plus de 15% contre un marché qui est à 9, donc c'est très bon. Ensuite, société suivante que j'ai achetée, c'est une société italienne, Gruppo Orsero. Donc, belle société. Est-ce que vous aimez mon accent? Dites-le moi en commentaire. Voilà, société italienne qui est dans la distribution de fruits en fait. Si vous allez chez Lidl, vous voyez des bananes Orsero. Moi, j'en ai vu, donc si vous allez au Lidl, vous devez en voir. Voilà, c'est une société italienne, une small cap qui capitalise 210 millions d'euros voilà, de capi. On est sur un secteur de la consommation défensive parce qu'on distribue de la nourriture et plus précisément des fruits et légumes. On est coté à Milano en Italie. Au niveau de ce que fait la société, en fait, c'est un leader en Europe de la distribution et de l'importation de fruits et légumes frais. On a une société qui a été créée il y a plus de 50 ans. Voilà. On a une société qui a élargi ses activités au fil des années. Et aujourd'hui, elle s'adresse principalement à l'Italie, l'Espagne, la France, le Portugal, la Grèce, le Costa Rica et la Colombie. Voilà tout. Et on a un beau modèle économique. L'importation, on se source auprès de 1800 producteurs de fruits et légumes à travers le monde. On importe tout ça grâce à 5 bateaux, par exemple en Amérique du Sud pour les avocats, les bananes. On a 5 bateaux, dont 4 en propre. Donc on fait des allers-retours entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Et donc il y a 50% des bateaux qui sont occupés par les marchandises de Orsero. Et inversement, le reste est rempli et fait des marges. Donc, on amène des conteneurs pour le compte de tiers. Ensuite, on a du contrôle qualité, on a du stockage, on a des secteurs de vente, voilà, et on a aussi également des usines de découpe de fruits. En fait, on fait également de la vente, du marketing et de la distribution de ces fruits et légumes. Donc, on est verticalement intégré. C'est ce que j'aime dans le modèle de Orsero. Donc, on a un maillage territorial qui est plutôt pas mal en Europe pour le réseau de distribution. On commercialise des fruits et légumes dans toute l'Europe, des fruits et légumes qui viennent des 4 coins du monde qu'on importe. Donc, en France, on est présent avec 6 centres de stockage et 12 points de vente. On est présent au Portugal, au Mexique, en Espagne, en Italie. Je vous passe les détails. Donc, en fait, ce que vend Orsero, du coup, là, on a le détail. Je vais vous prendre en pro forma 2022 parce que la société a acheté 2 sociétés françaises qui sont Banplin et Capexo. Et donc, en pro forma, ça va nous donner 20% de vente au niveau des bananes, 6% des bananes des Canaries, 4% des ananas, 16% des fruits exotiques, 10% de kiwi, 8% de citron, pommes et poires, 6%, produits cutés, produits coupés, 1%, salade et tomates, 9%, et aux fruits et autres fruits et légumes, 21%, voilà. Et en fait, ce segment distribution, il représente en fait 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est le plus gros du business de la société. Vous voyez ici qu'en pro forma, on va distribuer 33%. Donc, le chiffre d'affaires va être fait 33% en Italie, 25% en Espagne, 33% en France, 4% au Portugal, 2% en Grèce et 3% au Mexique. Et on voit qu'en fait, on va diversifier notre chiffre d'affaires auprès de différents types de clients parce qu'on va passer de 60% de vente à des supermarchés, donc des larges retailers, à 50% en pro forma. Et donc le reste va être des grossistes et des autres sociétés. Ce qui est assez intéressant, voilà, c'est qu'en fait, le groupe, il opère un transport frigorifique hebdomadaire pour 4 de ses navires qui sont Calarosse.
qui ont été construits entre 99 et 2000, et on a donc un navire en location. On a un trajet en direction du coup de un trajet en direction de l'Est qui fait l'Amérique du Sud, l'Europe. On a des chargements réfrigérés de bananes d'ananas qui vont du Costa Rica et de la Colombie vers l'Europe du Sud. Et donc, on a 50% du volume chargé qui appartient au groupe, et le reste, on l'utilise pour marger et ramener des produits, faire du transport maritime pour des autres sociétés. Ensuite, quand on voyage au retour, on ne voyage pas à vide. On transporte en fait des containers de l'Europe à l'Amérique du Sud, et on transporte des containers secs. Ce segment-là, c'est assez intéressant parce qu'il permet une intégration verticale. Il fait 142 millions de CA en 2022. On a une marge EBITDA de 34%. C'est vraiment énorme. Même si les taux de fret sont élevés actuellement, ça permet de monter la rentabilité du business. Parce qu'à comparer à l'EBITDA de la business unit importation et distribution qui est de 3,2, on a quand même 10 fois plus de marge sur ce segment-là. Là, on a un segment très compétitif, notamment Dole, Fresh Del Monte, Grignard. Donc la société est sous-évaluée par rapport à son PER, par rapport à son free cash flow, donc à son PER de 60%, par rapport à son free cash flow de 40% par rapport à ses pairs. Par contre, on marge un peu moins au niveau de l'EBITDA par rapport à ses pairs, mais on va sûrement rattraper ça dans les années à venir. Ce que j'aime, c'est que depuis que, comment elle s'appelle, depuis que la FI est passée aux commandes Rafaela Orsero en 2017, on a un très bon track record, 5% de croissance annuelle du chiffre d'affaires. Et l'EBITDA qui augmente de 19,4% par an. Donc les marges se montrent en très belle forme. Donc voilà pourquoi j'achète du groupe Orsero. J'achète du groupe Orsero parce qu'on a un excellent track record, comme je vous l'ai dit, depuis que Rafaela Orsero est passé aux commandes de la société. La société est familiale et bien gérée malgré les faibles marges du secteur. On a une bonne gestion de la crise énergétique avec des prix de l'électricité qui ont explosé en Italie. On prévoit d'investir 5 millions d'euros dans des projets d'économie d'énergie qui nous permettront d'économiser 20 à 25% de notre consommation d'énergie. Donc c'est vraiment pas mal. On a un très bon T1 qui a été publié avec des volumes en croissance et une croissance organique de 8,2%. En total, avec les acquisitions françaises, on a 31% de croissance du chiffre d'affaires. On a un PER estimé de 5,6, donc c'est très faible. Le ROCE de 14, donc les capitaux employés sont plutôt pas mal. On a un dividende de 2,85 euros et on a du cash net de 110 millions d'euros avec les acquisitions. Donc on a la moitié de la capitalisation qui est en cash en fait. J'ai initié ma ligne, j'ai acheté 15 actions Orsero pour 13,40 euros, ce qui nous fait un total de 201 euros d'achat. Voilà. Au niveau du dividende, on a coupé le dividende en 2020 parce qu'on avait des incertitudes, et là, on retrouve de la croissance du dividende. C'est ce qu'on aime. Le yield est à 2,85 comme je vous l'ai dit. Au niveau du levier value, on est vraiment sous-évalué parce qu'on a un PER de 5,9 contre le marché qui est à 15,5, le CAC Mid Small, mais même si je devrais comparer aux stocks Europe ex-UK Small, pardon. Mais voilà, on est sous-évalué par rapport au marché. Au niveau du cours sur capacité d'autofinancement, on est à 3,79 contre le marché qui est à 8. Donc on a le levier value qui est très bon. Au niveau du ROCE, on est à 14, le marché est à 7. Et au niveau croissance du chiffre d'affaires, on est à plus de 10% et le marché est à 9. Donc on est également très qualitatif sur ce dossier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du Clinica Baviera, société espagnole dans le secteur de la santé et qui fait des prestations de services dans le domaine de la médecine ophtalmique. Elle est spécialisée dans le diagnostic et le traitement de troubles oculaires. Elle exploite un réseau de cliniques situées dans divers pays européens comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie. On est sur une capitale de 316 millions d'euros. Elle est cotée en Espagne, à Madrid.
Là, je vais vous montrer je reprends le thread de MyStocks. Donc s'il passe sur ma vidéo, dis-moi bonjour en commentaire. Je te passe le bonjour d'ailleurs et je te remercie pour ce que tu fais. Tu fais du travail très qualitatif, donc allez le suivre, c'est sur Twitter et donc là, du coup, je reprends, son thread là, son thread et on voit que, il nous dit que, Clínica Baviera a été fondée en 92 par les frères Baviera, Eduardo et Julio, société présente aujourd'hui comme leader européen euh, de l'ophtalmologie privée. Eduardo Baviera est toujours à la tête de l'entreprise en tant que CEO, donc ça c'est bon signe quand même. Donc sur 30 années d'existence, la société, elle s'est beaucoup développée puisqu'elle est présente maintenant dans 4 pays, Espagne, Allemagne, Autriche, Italie. On a plus de 100 cliniques, 1300 employés. Le chiffre d'affaires atteint désormais près de 200 millions d'euros. Donc c'est vraiment intéressant pour cette société. Ce qu'elle propose, c'est une large gamme de prestations proposées au sein des cliniques. Notamment, c'est de la chirurgie réfractive. Donc, en chirurgie réfractive, c'est du traitement par laser de l'œil pouvant éviter le port de lunettes. Et donc, on traite la presbytie, la cataracte, les maladies rétiniennes, l'ophtalmologie pédiatrique, le strabisme, etc., etc. Elle a été introduite en bourse en 2007. La composition du capital a beaucoup changé depuis, suite à une OPA de Eye Hospital Group en 2017. Et donc, c'est un peu l'ombre au tableau, c'est qu'on a une société chinoise donc, qui est le leader chinois des cliniques ophtalmiques, qui possède 80% de l'actionnariat et 10% pour la famille fondatrice. Au niveau de la croissance, depuis 2007, on a une très très belle croissance du chiffre d'affaires puisqu'il a augmenté en moyenne de 7,4% entre 2006 et 2022 chaque année. On note quand même une accélération depuis ces 5 dernières années avec 13% par an et une résilience parce qu'on a eu seulement une baisse de 1,4% du chiffre d'affaires en 2020 et on a eu un très fort rebond en 2021 de plus 41% pour le chiffre d'affaires. C'est vraiment incroyable. Au niveau des marges, les indicateurs sont également au vert, tout comme la croissance du chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation a été multiplié par 3 en 5 ans. On a une marge d'exploitation qui est passée de 16,6 à 22, donc c'est vraiment énorme. On a un retour sur les capitaux employés qui sont énormes également, de près de 28,4% en 2022. Donc le retour sur les capitaux employés est vraiment énorme. L'endettement et la génération de cash sont à la hauteur de la rentabilité. On n'a quasiment pas de dette. On a des free cash flow de 33,8 millions d'euros. Très bon niveau de cash conversion, donc de free cash flow sur EBITDA de presque 60%, là 58,2. On a un payout seulement de 56% malgré un dividende de près de 7% actuellement. Depuis 2017, on a un très bon retour aux actionnaires parce que le cours a augmenté de 80% en incluant les dividendes. Le retour il s'élève à près de 13% par an. Donc c'est vraiment très bon. Aujourd'hui, on a 10 fois les bénéfices contre 17 fois lors de l'IPO. Donc on est pas mal à ce niveau-là. Au niveau des faiblesses, on a un très faible flottant qui donc donne une faible liquidité au titre. On a peu de comparables, on a une société peu connue, un parcours boursier à confirmer dans le temps après des débuts difficiles. Ensuite, on a une valeur qui est à suivre, qui est parfois difficile parce qu'on a très peu d'informations en anglais sur leur site. On doit tout traduire depuis l'espagnol. Moi, pourquoi j'achète? Parce qu'on a des forces quand même à ce niveau-là. On est sur un leader européen de l'ophtalmologie. On a un positionnement premium et un niveau de rentabilité très élevé qui est de plus de 20%. On a une croissance régulière portée par des tendances structurelles comme la santé ou le vieillissement. On a une valo faible. On a un excellent track record du dirigeant, comme vous l'avez vu depuis 2006 là. Et on a également un très bon retour à l'actionnaire, comme je viens de vous le dire. On a également un dividende qui nous régale actuellement, 6,88%, même s'il y a une retenue à la source en Espagne. Moi, je compte quand même sur la croissance du cours de l'action. Voilà, j'ai renforcé ma position parce que j'en avais déjà depuis début 2023. J'ai acheté de nouveau 5 actions à 19,20 € et au total, du coup, j'ai 9 actions pour 170 euros. Au niveau value et qualité, on coche tous les ratios sont ouverts. Au niveau du PER, on est à 10,39, le marché est à 15. On est au niveau du
course sur capacité d'autofinancement, on est à 5,74, le marché est à 8,4. Et au niveau qualité, on a un ROCE, comme on l'a vu, de plus de 28% après impôt, contre le marché qui est à 7, et une croissance du chiffre d'affaires, par contre, qui a été un peu moindre en 2022, mais ça, c'était pas très grave. Ensuite, société suivante que j'ai achetée, c'est une pépite qui nous vient tout droit de Helsinki en Finlande. Scanfil, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un Electronic Manufacturing Services. Donc en fait, on est, on fait des produits, des systèmes et des produits pour des clients finaux, pour des donneurs d'ordre. En fait, on fournit une vaste gamme de services allant de la conception à la fabrication de produits, à l'approvisionnement et également des solutions logistiques pour nos donneurs d'ordre qui sont dans différents secteurs tels que les énergies et les technologies propres, les technologies médicales et les sciences de la vie, l'automatisation et la sécurité, les applications grand public avancées et la connectivité. Vous voyez qu'ici, on est sur une small cap de 748 millions de capis sur un secteur qui est industriel et comme je vous l'ai dit, c'est une société Electronic Manufacturing Services. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a comme un rayonnement international pour ce type de société et c'est très bon. On a également une diversification de par les clients et donc c'est ce que j'aime à travers différents secteurs. Ce que j'aime également, c'est qu'on a un excellent track record sur 10 ans. On a une augmentation du chiffre d'affaires sur 10 ans de 16,7% par an. La marge opérationnelle en croissance de 18,8% par an. Et le résultat net par action est une augmentation de 18,4% par an depuis 10 ans. Donc franchement, les marges augmentent plus rapidement que le chiffre d'affaires et c'est vraiment excellent. Au niveau du dividende, on prévoit de verser un tiers, donc on a 30% de payout. Le dividende est en augmentation depuis la 10e année consécutive. Voilà, très très bon résultat. On a un taux de croissance du dividende annualisé de 18% par an, donc franchement, c'est vraiment très bon. Pour 2023, le T1 est également très bon. Augmentation du chiffre d'affaires de 14,2%, marge opérationnelle en hausse de 46%. La marge opérationnelle en pourcentage est de 6,7% contre 5,3% l'année dernière. On a le résultat net qui augmente de 47% et le résultat net par action qui augmente, lui, de 46%. Donc franchement, on a une très très belle société qui se relève de 2023. On augmente les marges et on a même révisé une guidance à la hausse. Donc elle revoit son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel à la hausse pour 2023 suite à la forte demande des clients, l'amélioration de la disponibilité des composants électroniques et les investissements dans les capacités de production qui ont permis d'augmenter les volumes de production et de renforcer les perspectives pour le reste de l'année. Donc, on a augmenté notre guidance minimum pour le résultat opérationnel en chiffre de 8,9% et en chiffre d'affaires de 2,2%. Donc, franchement, c'est bon signe pour cette société qui est toujours très conservatrice dans ses guidance. Pourquoi j'achète du Scanfil? C'est qu'on a un excellent track record du fondateur qui détient avec sa famille plus de 40% du capital. On a un marché porteur, marché historique qui est en croissance de 3 à 6% par an. Et Scanfil, lui, vise une croissance annuelle de 5 à 7%. Donc, surperformer le marché, c'est leur objectif. On a une diversification sectorielle et géographique grâce aux différents clients. On a une valorisation acceptable, même si elle n'était pas révisée par les analystes actuellement parce qu'on a rehaussé la guidance. On a 15,6 et on a un ROCE à 17. Le retour à l'actionnaire est vraiment incroyable. C'est de 1060% depuis 2012, sans prendre en compte le dividende. Donc franchement, on a un très très bon, on a eu on a un très très bon retour à l'actionnaire. Au niveau du dividende, il est en croissance de 16% par an sur 5 ans. Et là, on a un dividende yield de 1,83%. Du coup, ce que j'ai fait sur Scanfil, c'est que j'ai renforcé ma ligne. J'ai acheté 21 actions à 9,73 et vous voyez que je suis en positif à 20% là sur la société Scanfil. Je l'ai acheté également pour du momentum parce que voilà, j'ai une stratégie un peu de momentum, quality value. Momentum quality value en ce moment, je me penche de plus en plus sur du momentum.
Donc, vous voyez qu'au niveau du price earning actuel, on est surévalué par rapport au marché et également au niveau du price, du cours sur capacité d'autofinancement, notamment à cause d'une année 2022 qui a été compliquée au niveau des marges et parce qu'on a subi l'inflation de plein fouet. Mais on a quand même, au niveau qualité, on a une croissance de plus de 14% du chiffre d'affaires. On a eu, donc supérieur au marché, on a un ROCE de 17% qui est supérieur au marché, donc le levier qualité est purement rempli et donc c'est ce que j'aime là-dessus. Ensuite, j'ai acheté du LDC. Donc, vous connaissez peut-être pas du LDC, mais en fait, vous la croisez tous les jours cette marque dans vos supermarchés. Vous la consommez même peut-être parce que c'est une société qui détient familiale, qui détient les marques Loué, Gaulois, pardon, Maître Coq, Marie, tout ça. Donc, en fait, c'est une société française qui a une capitalisation de 2 milliards 130 millions d'euros. On est sur la consommation défensive et on fait de la volaille précisément. On fait également du traiteur et on fait également une partie internationale, notamment du canard, tout ça, à l'étranger. Donc là, volaille à Mont, ça représente 72% du chiffre d'affaires, international 14% et le traiteur 14,2%. Et finalement, on a 22,5% du chiffre d'affaires qui est fait à l'international. Donc, c'est quoi LDC? En fait, c'est le leader incontesté en France et un acteur majeur à l'échelle européenne de l'industrie de la volaille. On a plus de 23 000 salariés, 7 000 éleveurs, une centaine de sites industriels et une présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la volaille. Voilà. Le groupe joue un rôle vraiment essentiel dans le développement de sa filière, mais aussi dans l'accès à la souveraineté alimentaire en France, parce que en fait, actuellement, on est face à de fortes importations de volailles, et donc à l'international, on importe depuis l'international en France, notamment dans la restauration hors domicile. Et donc, franchement, c'est très intéressant d'avoir une société qui s'occupe de la souveraineté en poulet et en volaille en France, parce qu'on a besoin de ça quand même pour être un peu souverain. On a une très belle agriculture en France et donc des très beaux élevages, autant en profiter. Et donc, c'est une société qui a réalisé 5,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et qui a eu un très bon résultat, un très bon exercice 2022 grâce à des hausses de prix et un pricing power qui est quand même assez significatif. On voit que depuis 2004, on a quand même un chiffre d'affaires qui croît de 8% par an, notamment grâce à la croissance organique et à la croissance externe, puisqu'on a fait plus de 50 acquisitions sur ces 20 dernières années-là. On est passé en 2004 d'un chiffre d'affaires à 1,4 milliard à 5,8 milliards. Donc, c'est vraiment énorme cette performance. C'est très qualitatif et on adore ça. LDC, c'est un price maker qui investit et qui innove. On a 40% des parts de marché en France. Donc, on a un certain pricing power. Certains pricing power, comme vous pouvez le voir, parce qu'on a eu un contexte très inflationniste en 2022. On a eu des grippes aviaires sur les poulets. Et donc, on a quand même un groupe qui a parfaitement répondu aux enjeux. Ils ont réussi à passer des hausses de tarifs et à maintenir des marges et à augmenter leur chiffre d'affaires. Et donc, c'est très positif à ce niveau-là. Vous voyez qu'on est revenu à des marges opérationnelles de 5%, qui étaient en baisse d'ailleurs depuis 2017. Et là, ça rebondit, notamment à cause des importations. Et on a quand même un très beau free cash flow cumulatif depuis 2013 de 854 milliards d'euros. On a cumulé quand même presque 1 milliard d'euros de free cash flow. C'est énorme. Là, si je vous mets l'indice Italie, qui est l'indice en fait qui représente le coût de la nourriture des poulets, de l'alimentation des volailles. Et donc, c'est utilisé dans les négociations annuelles entre. En fait, on a des négociations commerciales annuelles entre les distributeurs de grandes et moyennes surfaces et les agroalimentaires tels que LDC. Et donc, en fait, on a en fait dans le prix final du poulet en grandes et moyennes surfaces, selon la loi Egalim,
en fait, on a une partie de ce prix qui est directement, qui est correctement, directement fixée sur cet indice Itavi. C'est-à-dire que on a une augmentation du prix du poulet là, parce que l'alimentation des prix du poulet a pris plus 80% jusqu'en septembre 2022 et là, on est en baisse depuis là. Mais on a une clause de révision automatique et imposée et non négociée des coûts de l'alimentation des poulets et ça, c'est très intéressant pour LDC. Ce que j'aime, c'est qu'on a des intérêts parfaitement alignés avec les actionnaires individuels. En effet, en fait, on a un actionnariat stable. On a les familles qui sont là, les familles fondatrices qui sont là depuis la cotation de la société en 95. On a conservé une structure actionnariale très stable et propice à un développement résilient et performant à long terme parce qu'en fait, les familles détiennent encore 69,3% du capital et elles ont toujours eu l'intention de conserver leur part du capital et la qualité managériale de LDC. Là, je vous mets une matrice SWOT, mais je vais faire assez rapidement. Ce qu'il y a comme menace, c'est l'élasticité de la demande de la volaille qui pourrait s'accroître avec un certain palier prix. On a une pression des grandes et moyennes surfaces sur les prix et la bataille des marges. On n'a pas de contrôle sur les prix des intrants, sauf là, comme je vous l'ai dit, la loi Egalim. Donc ça, c'est pas vraiment vrai. On a un décalage entre une partie des hausses des coûts et les hausses des tarifs réellement effectuées ensuite. On a une grippe aviaire et des conditions météorologiques qui peuvent jouer beaucoup sur les poulets. Et on a un risque de controverse ESG, évidemment, parce qu'on est sur une société qui vend de la viande et c'est pas très woke actuellement, même si moi, je consomme toujours du poulet, c'est très compétitif. C'est la viande la moins chère avec le porc et on est en train, même si la consommation de viande diminue, la consommation de poulet augmente, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Pourquoi j'achète du LDC? Donc, on a dit croissance régulière de 8% par an depuis 2004. On a un leader incontesté en France de la volaille avec 40% des parts de marché, marge opérationnelle très solide de 5%. On a une capacité d'acquisition et d'intégration de très intéressante. On a plus de 40 croissances externes en 50 ans. On a un bilan qui regorge de cash. On a une trésorerie nette de 380 millions d'euros. On a une valo attractive qui représente un free cash flow yield de 15%. Donc, c'est vraiment très intéressant en ce moment. Au niveau du dividende, il est très beau, très qualitatif. On a une croissance régulière du dividende hors la baisse, même en incluant la baisse de 2019-2020, supérieure à 13% par an entre 2013 et 2022, ce qui nous donne un rendement du dividende de 2,21%. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. LDC, j'ai initié ma ligne 116,93 € à la fin du mois de juin là et du coup, je compte encore me renforcer durant ce mois de juillet. On a une valorisation très attractive. On a un price earning de 11,43, même un price earning estimé en 2022, 2023, 2024 de 9. Donc, on est sous-évalué par rapport au marché. Au niveau du cours sur capacité d'autofinancement également, on est sous-évalué. On est à 5,62 contre un marché qui est à 8,4. Au niveau du ROCE, on est très bon parce qu'on est à 12 contre un marché à 7. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on est à plus de 15 et le marché est à 9. Donc, on surperforme le marché. Société suivante que j'adore, Philippe Lucchesi m'a transmis sa fibre, c'est Thermador Group. Thermador Group, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui en fait distribue des accessoires pour les fluides industriels domestiques et des gros outillages de bricolage. Vous voyez ici la répartition du chiffre d'affaires. On a une société créée en 1968 et qui est basée en Isère. On a une CAPI de 754 millions d'euros. C'est le segment industriel. En fait, on est un middleman entre les fournisseurs de matériaux et en fait les clients finaux de Thermador sont en fait les Leroy Merlin, les Rexel. En fait, tous les clients finaux, en fait, on est un business qui fait du business to business et pas du business to consumer. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Là, je vous ai mis la répartition du chiffre d'affaires
À vous de regarder ça un petit peu. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. On a une stratégie de développement. Ça, je l'ai pris chez Philippe Lucchesi. Allez le suivre. Sa chaîne YouTube, tout ça. Il fait du contenu très qualitatif. Donc, on a une stratégie de développement par filiale. Donc, on a une stratégie de développement par sourcing. On a une stratégie basée sur la relation de confiance et de long terme avec des fournisseurs à long terme. On a le stock et la logistique qui est en propre. On a le foncier en propre. On a une importance du capital humain également. Voilà la croissance de la stratégie de développement. On a eu quand même pas mal d'acquisitions depuis 2015, vraiment pas mal. Et donc, ce qui a fait croître mécaniquement le chiffre d'affaires qu'on va voir tout de suite. Sur 35 ans, voilà, là depuis 2015, on a vraiment un chiffre d'affaires qui a été boosté. Encore un graphique de Philippe qui est très bon. Une société qui est boostée par la crise Covid, qui est conjoncturelle, et la rénovation qui a encore de belles années devant elle. Au niveau de la marge commerciale, c'est important de regarder ça si ça s'effrite pas trop. En fait, c'est la différence entre le chiffre d'affaires, le coût d'achat et le coût d'achat. Et donc, si on arrive à répercuter en fait la hausse de nos fournisseurs à nos clients finaux, et donc on baisse, le ratio baisse légèrement, mais ça reste quand même très convenable. Au niveau du résultat net sur 35 ans, là, on voit qu'on est de retour à des niveaux très normatifs. On est encore en 2022 au-dessous de 10%. Et ce résultat net, il s'explique notamment dans un conférence call, il nous a expliqué ça, notamment à cause de la baisse du taux d'imposition en France, de la baisse des impôts sur les sociétés à 25%. Là, le parcours boursier sur 10 ans, vous voyez que la société a été très performante sur 10 ans, dividende réinvesti, un peu moins de 17% parce que la société est tombée un petit peu, a chuté ce dernier mois-là, mais ça nous donne vraiment du 17% par an contre un CAC 40 à 10,6% par an. Donc, on a un très bon track record sur ces 10 dernières années. Pourquoi j'achète du Thermador? Parce qu'on a un management de très grande qualité avec un excellent track record. On a une capacité à répercuter les prix de hausse, à répercuter les hausses de prix des intrants aux clients finaux. On a des marges élevées pour de la simple négoce. On a un début de diversification hors France. La logistique et le foncier étant propre. On a des acquisitions sur l'adduction d'eau qui est très prometteuse. Selon moi, parce qu'on a des fuites sur le réseau d'eau de 10 à 15% de fuites en France. Et on a une très bonne allocation du capital avec un dividende, et on a un ROCE quand même qui reste très convenable de 22%. Le dividende, il est en croissance, c'est un dividende aristocrate. On a un yield de 2,54% sur du Thermador. J'ai donc initié ma ligne suite à la chute récente. J'ai acheté 2 actions à 82,81 euros le 30 juin. Et donc, au niveau Valo, on est sous-évalué au niveau du price earning. Pas de beaucoup. On n'a pas une grosse marge de sécurité. Ici, au niveau du price to free cash flow, on n'est pas bon parce qu'on a eu du mal, notamment au S1 2022, à convertir du cash, même si au S2, on a converti beaucoup de cash. Et donc, le cours sur capacité d'autofinancement, il est un peu en berne ici. Au niveau du ROCE, on est très bon, comme on l'a dit, on est à 22%. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on est aux alentours de 15%, je crois. Donc, on est quand même également pas mal. Dans la même ordre d'idée, idée de Philippe, c'est Samsé. Donc, société très bien gérée également. 664 millions de capi. On fait également de la distribution de négoce. Donc, on fait de la négoce de matériaux, et on est également dans le bricolage. On a la logistique et le transport en propre, et c'est assez intéressant à ce niveau-là. On a également un segment bricolage. Vous voyez que le chiffre d'affaires est encore en augmentation en 2022, 8,3%, notamment à cause de l'inflation directe des produits. On a 20% du chiffre d'affaires qui est fait sur le segment bricolage, qui est en décroissance par contre, lui, en 2022, qui est plus corrélé à l'activité des particuliers. Et donc, on n'a pas une belle activité. Vous voyez ici une très belle croissance. Ça, c'est tiré encore de chez Philippe. Très belle croissance du négoce depuis 10 ans et du bricolage. Voilà. La société est bien gérée et en belle croissance. Taux de marge commerciale également assez important et élevé chez Samsé. Là, il est en augmentation ces dernières années, c'est ce qu'on aime voir. On voit que le résultat opérationnel consolidé est en augmentation également depuis 5 ans, depuis la pandémie.
Et là, on est encore sur des très bons niveaux. Donc, on a un management de très bonne qualité, très grande qualité, excellent track record également. Dumont, qui est la holding qui détient 77% du capital, est au capital. Voilà, on a un faible flottant. On a une capacité à répercuter les hausses de prix des intrants aux clients finaux. On a un maillage en nénuphar où le groupe est implanté. On est numéro 2 du secteur en France derrière Point P. On a la logistique et le foncier en propre. Ça représente 255 millions d'euros d'immobilisation au bilan. On n'a plus de dettes. On a une acquisition sur l'adduction d'eau très prometteuse qui représentera au total 180 millions d'euros, ce segment adduction d'eau en 2023, soit 10% du chiffre d'affaires. On a un dividende énorme pour désendetter Dumont. On a un dividende yield de 8% et on a un ROCE à 14 actuellement. Donc là, je vous mets le dividende. Voilà, ça fait 2-3 ans qu'on a un dividende à 16 euros pour désendetter Dumont pour acheter la participation de CRH. J'ai acheté une action à 196,48. J'ai initié ma ligne le 30 juin, comme vous pouvez le voir. Au niveau de la valo, on est très sous-évalué au niveau du price earning et du price to free cash flow. Au niveau qualité, on est également en croissance. Le ROCE, il coche la case puisqu'on est à 14%. Par contre, au niveau du chiffre d'affaires, on est à 8% contre un marché qui est à 9%. Donc, à ce niveau-là, on coche pas la deuxième case de la croissance du chiffre d'affaires sur 2022 pour SAMC. Ensuite, dernière société d'où je vais passer rapidement pour être en dessous des 2 heures de vidéo, c'est Groupe Guillain. Groupe Guillain, je suis allé à l'Assemblée Générale. Je vais vous faire un papier d'analyse de la société et de l'Assemblée Générale qui va coûter entre 5 et 10 euros, très qualitatif, que je vais soumettre à Philippe Lucchesi pour voir si je pense, pour lui montrer un peu si c'est très qualitatif. Et donc voilà, qu'est-ce que fait Groupe Guillain? En fait, c'est une société créée en 1972. En 2022, ça faisait 50 ans que la société a été créée. C'est le leader européen des emballages alimentaires. Vous voyez qu'elle emballe des barquettes de fraises. Actuellement, c'est la saison, donc vous pouvez le voir. Là, à gauche, c'était de la tête de moine chez mes parents là. Donc emballage Groupe Guillain et les bûches, tout ça. Vos baguettes, le papier de la baguette là. Le papier, c'est du groupe Guillain parce qu'il détient 50% des parts de marché en boulangerie. Voilà, en 2022, progression du chiffre d'affaires de 22%. À périmètre constant, on a 14,4%. La bête noire, c'était le prix des intrants, le prix de l'électricité sur cet exercice 2022 chez Guillain. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on devrait avoir un fléchissement en 2023, un redressement des marges, tout ça, et ça devrait être vraiment très beau pour Groupe Guillain à ce niveau-là. Polémique plastique, je vous laisserai aller voir sur ma vidéo également que j'ai fait sur Guillain. Pourquoi j'achète du Guillain? Parce que en fait, on peut livrer tous les clients en moins de 24 heures sur le plastique, en fait. On a une excellence de la logistique. On a des investissements. Ils investissent énormément dans le carton. Récemment, on a fait une acquisition en Italie, CS Piper, dans le carton pour les barquettes, enfin pour les cagettes de fruits et légumes. Donc c'est vraiment très bon à ce niveau-là parce on n'a pas trop l'expertise chez Groupe Guillain. On n'est pas sûr de pouvoir remplacer le plastique, donc la société n'est pas morte. On a un vrac qui perd 40% des produits sans compter les vols. Donc, franchement, le vrac, c'est pas la super idée. On a un carton pas étanche et très cher. On cote une fois les fonds propres actuellement, même si l'action a un peu augmenté ces dernières années. On a une recovery du coût des intrants et de l'énergie déjà au S2 2022 qui va s'accentuer en 2023. Et on a une société familiale, 65% du capital appartient à la famille Guillain. Donc, j'ai renforcé ma position. J'ai acheté 3 actions à 27,44. Au total, j'ai un PRU de 24,90. J'ai 8 actions avec un PRU de 4,90. Je suis en plus-value de 14% actuellement. Le dividende, il est assez cyclique comme les marges de la société. Donc, le management est assez conservateur. Là, on a un rendement de 2,93%. Ils ont versé d'ailleurs le dividende, vous l'avez vu. Et du coup, on a quand même un beau yield sur le dividende. La société est sous-évaluée au niveau des ratios value et PER, cours sur capacité d'autofinancement. ROCE, on est très bon. Croissance du chiffre d'affaires, on est également bon. Il va falloir que les marges maintenant se redressent. Là, je vous laisserai faire pause, mais je vous ai mis les principaux contributeurs à ma performance en mai et juin. Donc là, faites pause si vous voulez voir. Là, je vous ai mis tout le détail grâce à mon logiciel Portfolio Performance.
Là, je vous ai mis ma performance stock picking par rapport aux indices. Donc là, vous voyez que je sous-performe, sauf ces 2 derniers mois. Ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'il reste encore 6 mois pour essayer de battre le marché cette année. Et on voit que le CAC 40 dividende réinvesti m'explose de plus de 3 fois au niveau de la performance, même si j'espère que ça va revenir. Je vais essayer de tout faire pour surperformer le marché à ce niveau-là, parce que je suis sur des small et mid cap qui sont sous-évalués et où il y a des poches d'inefficience. Voilà. Là, je vous ai mis mon portefeuille action actuel. Donc, vous voyez, sans les ETF, c'était au début. Donc, faites pause si vous voulez le regarder plus précisément. Là, ensuite, je vous ai mis les secteurs actuellement. Voilà, je me diversifie un peu plus. On a la finance qui rentre dans le game. On a également la consommation courante, ce qui permet de diversifier un peu plus mon portefeuille. Et c'est assez intéressant. Au niveau des croissances des dividendes morning, voilà, mon portefeuille a pris 1 000 euros, notamment à cause des apports. J'ai 174 euros de dividendes par an avec 12% de croissance et j'ai un rendement du dividende de 3,08%. Et donc, je suis en augmentation à ce niveau-là. Maintenant, j'ai fait un très bon travail. C'est presque la fin de la vidéo. Et là, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, si vous n'avez pas de compte titre, vous pouvez aller chez Trade Republic. J'ai un lien de parrainage et d'affiliation. Vous recevez une action gratuite euh, pour un montant compris entre 5 à 200 euros. Donc, une action ou un ETF gratuit. Donc, vous avez le compte titre Trade Republic que j'utilise moi-même où j'achète des ETF Smart Beta tels que un World Momentum ou un World Quality. Je le mets dans mon CTO Trade Republic. Je fais des plans d'investissement programmés. C'est très pratique. Donc, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Ensuite, il y a une assurance vie l'XC1 Spirit 2 où vous pouvez mettre des SCPI, mais également les fonds Europe Small et France Small de William Higgins. Donc là, vous avez 50 euros en carte cadeau offert avec mon lien. Si vous inscrivez là-bas, donc c'est une des meilleures assurances vie du marché, moins les plus faibles frais. Franchement, je l'utilise moi-même. C'est une très très bonne assurance vie. Au niveau du PEA, et également du PEA PME, vous pouvez aller chez Bourse Direct que j'utilise moi-même. Vous avez 50 euros offerts directement à l'inscription avec mon code que je vous ai mis en dessous 20 21 78 38 19. Là en ce moment d'ailleurs chez Boursorama, si vous ouvrez un compte courant avec une carte, la carte la plus basique, avec mon lien de parrainage que je vous mettrai ou mon code de parrainage, vous avez 100 euros offerts. 100 euros offerts gratuitement. Ensuite, une fois que vous recevez la carte, vous clôturez le compte, vous m'envoyez un message si vous avez des soucis. Vous avez quand même 100 euros offerts avec 10 euros de dépôt. Pas besoin d'utiliser la carte, vous la clôturez direct. Franchement, c'est une bonne offre actuellement. Elle sera présente jusqu'à lundi. Donc, c'est une très bonne offre du côté de Boursorama. Mon code parrain, c'est PAPR 6994. Et ensuite, la meilleure offre sûrement du moment, c'est Fortunéo Banque. Donc, si vous ouvrez un PEA ou un PEA PME chez eux ou une assurance vie ou également encore un CTO, ils sont également très beaux chez Fortunéo. C'est quand même comparable à Bourse Direct. Vous voyez qu'on a une offre boostée. Vous recevez quand même 120 euros pour l'ouverture d'un compte. Les conditions, c'est être majeur, vivre en France et avoir un RIB. Il vous faut un dépôt initial de 1 000 euros pour ouvrir ce compte. On n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de carte bancaire, en fait, c'est un compte bourse. Et donc, vous avez l'argent qui est récupérable ensuite si vous voulez laisser le compte courir et en fait récupérer l'argent pour un CTO, par exemple. Et là, du coup, vous avez mon code parrain qui est 130 92 557. Et franchement, c'est la meilleure offre du moment là. Je vous vends pas du rêve. Fortunéo Bank, ils font des très bons PEA ou PEA PME si vous voulez aller chez eux. Si vous n'avez pas de PEA PME, d'ailleurs, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ouvrent pas de PEA PME. L'assurance vie est également bonne là-bas. Le CTO, je ne conseille pas vraiment. Les banques françaises, je conseille Interactive Brokers, même si je ne suis pas chez eux. Et voilà. Ensuite, on a du Realty, c'est l'immobilier tokenisé aux États-Unis. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, vous me dites dans la description parce que j'investis un peu sur cette plateforme. Et pour me soutenir, voilà, vous pouvez vous inscrire via mon lien, acheter des propriétés via mon lien et je touche une petite rétro-commission.
je crois, je ne sais plus de quel ordre c'est vraiment petit, mais franchement, Realty, ils font également du très bon travail. On est à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que c'était quand même qualitatif. J'ai fait une vidéo comme un avion à réaction là. J'ai fait une vidéo comme un avion de chasse. On a passé 205 slides en 1h58 là. Et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes une communauté qui est très active et en or. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche des notifications pour suivre toutes mes vidéos, tout ce que je poste. N'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter. Je lis et je réponds à vos commentaires directement. Je lis avec plaisir vos commentaires et je réponds. Si c'est très constructif, j'adore ça. Et donc, merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Invest Academy. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.